Eh bien, voilà ce qui s'est passé. Dans l'épisode précédent, après plusieurs jours de marche, nous sommes arrivés en face d'une colline où Arminus a juré avoir vu quelque chose bouger. Maria et moi n'ayant rien vu, nous ne l'avons pas cru, nous avons continué sur la route en l'ignorant. Tout ça pour tomber sur 4 cadavres au milieu de la route, criblés de flèches. Voyant que ça puait un peu, on a décidé bien de contourner par la jungle et de reprendre la route plus loin. Après avoir contourné et être presque 1 kilomètre plus loin, Maria s'est stoppée, m'a mis Docteur Marmotte dans les bras et a fait demi-tour. Ne sachant pas quoi faire avec Arminus, nous avons fait demi-tour avec elle pour arriver à nouveau face à ces cadavres sur lesquels Maria a tiré. Et à notre grande surprise, le cadavre a crié et tout le monde s'est levé. C'était en fait des bandits qui nous ont attaqués. Maria s'est retrouvée à 1 contre 3, a été fortement blessée. Heureusement, un archer bandit a tiré sur ses propres camarades et nous a un peu aidés. Après avoir essayé de se débattre avec les bandits, en avoir mis plusieurs à terre, Arminius s'est fait prendre otage. Nous avons dû durement négocier, j'ai essayé de lancer une potion de lévitation, ça n'a pas fonctionné. On s'est retrouvé à prendre les bandits à bras-le-corps à terre pour au final arriver à les surpasser. Nous ne les avons pas tués, enfin pas tous, nous avons tué 3 et il en est resté 2 que nous avons laissé ligoter. Nous avons ensuite repris notre route pour tomber sur un véhicule à pattes qui avait une patte coincée. J'étais persuadé que je pouvais réparer ce véhicule et j'ai d'ailleurs réussi avec brio pour se rendre compte ensuite que eh bien, personne ne savait le conduire. Heureusement, la marmotte et Arminus ont réussi à comprendre comment cela fonctionnait et nous avons pu reprendre la route. Nous avons ensuite croisé un mage qui s'appelait Shazam, qui nous a vendu une longue vue et quelques conseils et qui nous a donné une autre quête qui est celle de trouver de la mousse fluorescente dans le boyau 32B de la concession 8. Et nous avons donc repris la route vers cette concession, et en arrivant, nous sommes tombés sur le leader des grévistes, Ziglov Gosban, qui avait pris en otage Mademoiselle Fundrik. Tout ça pour avoir une augmentation, et... Enfin bon, tout ça, je n'ai pas bien compris, c'est Arminus qui a négocié, et visiblement, il a bien négocié parce que le monsieur, il est devenu tout rouge. Et à partir de là, eh bien, on reprend. Et bienvenue dans ce 4e et dernier épisode de cet actual play dans l'univers d'Aria de Game of Thrones, où nous sommes dans la région de Kniga, à la concession numéro 8, en grève, comme nous l'avons appris à la fin de l'épisode précédent, et on reprend exactement où on s'en était arrêté. Moi, j'en profite pour parler aux autres gens qui sont là, aux autres ouvriers. En fait, j'essaie de semer la discorde un peu déjà, tu vois. Mais vous avez pas peur de mourir si les armées du prince arrivent pour prendre le contrôle de la mine? Mais ils vont quand même pas envoyer l'armée. Ah bah l'armée est déjà en route en fait, c'est pour ça que je suis venu à moi avant. Moi je suis la dernière chance ils se regardent avant l'armée. Ils se regardent un peu, ils ont l'air un peu effrayés, mais t'en as un peu plus baraque que les autres, il fait on n'a pas peur de l'armée nous, on peut tout cramer si besoin, ils nous attaqueront pas. Mais t'en as 2 autres, ils font mais quand même ça, tu vois, ils ont l'air un peu moins... Ok, je sème la discorde. Ouais. Tu sais que c'est une grande concession, il y a plus de 80 personnes, peut-être 90 qui vivent là, donc là tu parles à 2-3 personnes, mais voilà. Et donc là la porte s'ouvre, Ziglov ressort et dit écoutez, je veux bien que nous organisions une table des négociations. Très bien. Et il te regarde d'un air sévère, d'un air concentré. Et avec Mademoiselle Fundrik du coup. Oui, si vous voulez. Sauf si vous avez toute autorité, on n'a pas besoin de Madame Fundrik, mais... Toute autorité, mais je voudrais m'assurer qu'elle est saine et sauve et en bonne santé. Très bien, très bien. Eh bien, voulez-vous faire ça là ou après manger? Ah oui, on y va. Non. Plus vite on le fait, plus vite c'est... Très bien. C'est réglé. Eh bien, écoutez, je reviens avec Madame Fundrik, il ouvre la porte, il dit rentrez. Est-ce que vous rentrez? Ah bah oui, on va bien savoir ce qu'il y a derrière cette porte. Vous rentrez et à l'intérieur il y a un réfectoire avec une douzaine de personnes assises ci et là. Il y a
3-4 groupes de personnes qui sont en train de parler, jouer aux cartes, pas faire grand chose, boire, voilà. Tous sont vêtus comme des ouvriers, des travailleurs, des mineurs, et il vous indique une table au milieu qui est libre, et il dit asseyez-vous là, il y a les 3 gars qui étaient avec vous qui restent avec vous quand même, qui vous surveillent, asseyez-vous là, je vais chercher Madame Fundricht et je reviens. Vous pouvez tous me faire un test de perception en rentrant dans la pièce si vous voulez, et au bout d'une dizaine de minutes, Ziglov Gosban reviendra. 68, c'est raté. Très bien. 37, c'est réussi. Moi j'ai fait un G avec un dé. Enfin, j'ai pas pris les bons dés, donc j'ai fait n'importe quoi. J'ai fait 12 avec un D20. Oh, je fais 0-1. Réussite critique, très bien. Réussite critique. Je vois tout. Tu vois tout exactement. Tu vois que la plupart sont ils ont l'air plutôt contents de la situation. Ils ont l'air bien nourris. Il y en a même qui sont déjà en train de manger alors qu'il est assez tôt. Voilà, ils ont pas mal de nourriture variée, de la nourriture qui a l'air plutôt bonne. Ça, ils ont pas l'air de manquer. Et tu vois un homme en particulier qui vous dévisage un petit peu quand vous rentrez, qui a l'air un petit peu excédé. Très vite tu poses ses yeux sur lui, et donc il va détourner le regard et continuer sa discussion avec une autre personne, mais vraiment tu remarques qu'il a l'air agacé que vous soyez là, et pas forcément très confiant, tu vois, en même temps, un mélange d'agacement et de stress, quoi. Vous vous asseyez, je suppose, au milieu sur la table, la grande table du réfectoire au milieu de la pièce. Tout à fait. Oui. Je demande quand même, je m'approche d'une ou deux personnes qui sont en train de discuter. Ouais. Et excusez-moi, est-ce que vous connaissez un certain Ivanenko ? Oui, Ivanenko, bien sûr, c'est un des contremaîtres, et il tend le doigt, il indique une personne qui est en train de discuter avec une autre personne, et qui est dans la salle. Maria, Fischer, est-ce que vous participez à cette conversation? Est-ce que vous écoutez ce que Arminius dit, ou vous êtes juste allé vous asseoir? Oui, moi je reste derrière. Bah, on sait jamais qu'il se fasse attaquer dans la mine ou quoi. Bon, je sers pas à grand chose au corps à corps, mais je fais joli, quoi. Moi j'indique quand même à Fischer l'homme que j'ai repéré, du coup, en lui disant... et je lui dis je pense qu'il faut le garder à l'œil, celui-là. Au moment où tu dis ça, vous suivez un peu les deux conversations, et en fait, l'homme qui pointe du doigt, ce Ivanenko, Ivanenko, c'est la personne que Maria a repérée. Ok. Du coup, je vais le voir. Ok, directement comme ça. On y va direct. Tu te retrouves devant Ivanenko, qui est un homme au visage taillé à la serpe, qui a une barbe de 3 jours, qui est assez grand, mais assez dégingandé, on va dire, pas très musclé, enfin un peu, voilà, il a des longs membres. Bonsoir. Oui, il relève la tête de ce qu'il faisait et de la discussion avec laquelle, de la discussion dans la qualité. Oui. Je reste debout, moi. Vous êtes Ivanenko ? Il hésite, tu vois, il a une petite hésitation d'une demi-seconde. Oui, bien sûr, oui. Vous n'auriez pas par hasard perdu quelque chose sur la route ? Perdu quelque chose sur la route ? Non, ça ne me dit rien. Quelque chose d'assez grand, avec des pattes. Non, je vois pas de quoi vous parlez. Tu vois qu'il J'ai retrouvé stresse un peu. Et je sors le parchemin. Ouais. Et je le mets devant les yeux. Faites voir ça. Tu lui donnes ou pas ? Ouais, je lui donne. Il fait mais c'est rien, ça, il commence à le déchirer. C'est rien. Très bien. Qu'est-ce que vous faisiez dans une diligence à pattes ? Comment est-ce que quelqu'un de votre rang a pu se... Je n'ai jamais mis les pieds dans une diligence à pattes. D'accord, je peux faire un test de psychologie ? Ouais, bien sûr. Eh ben, je fais 80 tout pile pour 80%. Même si tu l'avais pas réussi, je peux te dire qu'il se fout de ta gueule. Hein. J'essaie d'avoir plus d'informations. Il a l'air de mentir, quoi. Après, tu sais pas trop. Tu sais pas trop ce que ça veut dire. En effet, il te ment. En effet, il était sûrement dans cette diligence. En effet, il a pas envie de te le dire. Et en effet, le parchemin que tu lui as attendu lui a appartenu. Mais on n'apprend pas beaucoup plus, quoi. Voilà. Quelle est votre place ici ? Je suis contremaître. Et vous êtes également délégué, non ?
Oui, tout à fait. Je suis délégué syndical depuis très peu de temps. J'ai été élu très récemment. Félicitations. Merci beaucoup. Et pourquoi c'est pas vous qui êtes venu nous parler du coup devant, si c'est vous qui êtes en charge du syndicat? Ah bah moi je suis en fait on est deux à être délégués syndicaux et le deuxième c'est Ziglov Gosman. Vous participerez à la table ronde du coup? Ah oui bien sûr, oui. Tu vois qu'il avait pas du tout envie d'y participer mais ouais. Très bien. Et je repars, je le laisse. Okay. Du coup je vous dis, lui il se fout complètement de moi. Hein. Il y a quelque chose de pas net. Et du coup vous vous retrouvez autour de la table ronde. Donc en fait, j'allais faire une ellipse, mais en effet, vous retrouvez Léandre Fundricht, la responsable de la concession, qui a l'air en bonne santé, peut-être pas très bien nourrie, un peu fatiguée, elle a des grosses cernes, mais elle n'a pas été maltraitée. Elle te sourit, elle te reconnaît, tu l'as déjà vue une fois, maintenant tu t'en rappelles, tu l'as déjà vue à un dîner, et en fait c'est une lointaine cousine ou tu vois, cousine germaine, enfin je sais pas trop, mais une lointaine cousine de ton père et de ton oncle en fait. Donc c'est de la famille, okay. Tu vois, mais c'est de la famille très éloignée. Ils lui ont proposé cette responsabilité-là et tu te rappelles l'avoir croisée. Elle te sourit un petit peu avec gêne, tu vois, comme si elle avait failli à son devoir, failli à sa tâche. Et, Mais je souris de manière rassurante du coup. Je lui dis, vous allez bien? Oui, je suis désolé de vous causer tant de troubles. J'ai refusé les offres de négociation que m'ont fait les délégués syndicaux et une grève générale s'en est ensuite. Il y a eu plusieurs de nos mercenaires qui ont été molestés et nous avons décidé d'envoyer, conjointement avec Ziglov Gosban, nous avons décidé d'envoyer un courrier à Ladislav Mondrian pour lui expliquer la situation et lui demander de prendre une décision, car je pensais que ce n'était pas de mon ressort, mais nous n'avons jamais eu de réponse et la grève s'est enlisée et je n'ai rien pu faire. Ils m'ont enfermé quand j'ai voulu partir. Et le courrier, on est d'accord que... Tu l'as jamais reçu. Ta famille l'a jamais reçu. Très bien. Vous l'avez envoyé quand ce courrier? Nous l'avons envoyé il y a bientôt 2 semaines. Deux jours après le début de la grève. Qui l'a envoyé? Nous avons envoyé un coursier à pied. D'accord. Et très bien. Donc, est-ce qu'on a le temps de discuter encore un peu avec elle à part, ou est-ce que les autres commencent à s'activer pour se mettre autour de la table? Là, tout le monde commence à s'asseoir et donc en face de vous, il y a l'homme qui était un peu baraque, qui disait oh, ils vont rien faire, etc., qui est assis à côté d'eux, et il y a principalement en face de vous aussi Ziglov, Gosban et Ivanenko. Donc ils vous attendent, en fait, ils vous regardent, vous êtes en train de discuter à voix basse. Du coup, juste avant de m'asseoir, je dis est-ce que Ivanenko s'est absenté pour autant que vous sachiez? Non, pas du tout, mais il est assez... il n'est pas là depuis très longtemps, il est arrivé il y a 3 mois et a été élu quasiment à l'unanimité par les ouvriers. Et c'était un bon élément, mais en effet, il semblerait qu'il a participé au début de cette grève. Je ne sais pas trop si c'est Ziglov ou Ivanenko qui a commencé à faire courir ces rumeurs, mais en effet... Les ouvriers ont très vite voulu une augmentation, plus de nourriture le midi, enfin voilà, tout ce que vous avez été mis au courant, je suppose. Et en effet, donc hier, hier, plus tôt dans la journée quand tu es arrivé, ils t'ont dit qu'ils voulaient une augmentation par mois et une cuillère à soupe. Une cuillère à soupe de nourriture en plus par repas. Et une augmentation qui réduirait de 20% pas les revenus, mais les bénéfices nets de la concession. Ok, et dernière... J'avais une question, mais j'ai oublié laquelle. Dommage. Rapide. Ça me reviendra, c'est pas grave. Ok, bah du coup, je vais m'asseoir en face. Où est-ce que vous vous asseyez? Donc, elle va s'asseoir à ta droite ou à ta gauche, comme tu veux. Toi, tu vas sûrement être au milieu. Fischer et Maria, vous vous asseyez comment par rapport à ça? Et où est-ce que vous mettez la marmotte aussi? Parce que les gens la regardent bizarrement depuis que vous êtes arrivé. Toi, tu t'assieds pas? Très bien. Ouais, j'avais pas envie de m'asseoir. Vous restez debout derrière ou vous allez faire autre chose? On reste debout derrière. Et la marmotte, elle reste sur ton sac? Vous posez les affaires quand même?
vous posez vos affaires Oui, on pose les affaires quand même. Donc vous essayez d'être un peu impressionnant. Je vais prendre la marmotte. Je vais lui dire docteur, si vous voulez bien vous mettre sur la table à côté de moi. La marmotte, elle te regarde bizarrement, genre, puis elle regarde Fisher, tu vois, elle comprend pas trop si elle doit être intelligente ou pas à ce moment-là. Et du coup, moi, le vrai vous, docteur. Ah bah c'est pas trop tôt, puis elle se relève, puis... puis elle se met sur la table et elle s'assoit sur la table. Bon. Et du coup je regarde les autres, je regarde les ouvriers, je leur dis, je vous présente mon associé. Enchanté. Et les ouvriers sont genre, c'est comme ça. C'est pour les déstabiliser un peu dans la négociation. Et même la responsable, elle a les yeux écarquillés, tu vois, elle comprend pas bien ce qui se passe, elle te regarde genre bizarrement. Votre associé? Du coup je fais, vous n'avez jamais vu une marmotte intelligente qui parle? Bah non, ça existe. Bah oui, j'existe. Parfait. Et on dit pas ça. Parfait. Bien. On dit docteur. Et du coup, je dis à la marmotte à voix basse, mais sans me cacher, je dis, je peux vous montrer que je m'adresse à elle. N'hésitez pas à intervenir si vous avez une remarque à faire. D'accord. Bien. Nous commençons. Et donc Ziglov fait. Très bien, nous pouvons commencer. Notre offre est de reprendre le travail dès aujourd'hui et d'envoyer un convoi partir pour la ville de Kniga dès aujourd'hui, car nous n'avons pas complètement stoppé le travail, donc nous avons un petit peu de matériaux dans les entrepôts. Mais en échange, nous voulons une cuillère à soupe de nourriture en plus par jour et par personne le midi, et nous voulons une pièce de cuivre par jour et par personne, tant que la concession fait des bénéfices. Il tape du poing sur la table. Je me souviens de ma question. Est-ce que les ouvriers qui sont là, ce sont des gens qui sont volontairement là, ou est-ce que c'est le truc de racheter les dettes et tout qui fait qu'il y a des ouvriers qui sont libres entre guillemets ou pas? Tu penses qu'il y en a peut-être quelques-uns où c'est ce cas-là. Il faudrait que tu en parles avec la responsable. Tu sais pas trop, tu sais que ça se fait, mais tu sais pas si dans votre concession ça se fait ou pas. C'est possible que genre 5-10% des gens soient en effet des gens qui ont été revendus et qui payent une dette, mais la plupart des gens sont là pour honnêtement de gagner leur vie, quoi. Donc peut-être que c'est justement ceux qu'on continue à travailler qui sont là pour... Ok, très bien. Très bien, et depuis quand avez-vous cette revendication? Il regarde, Ziglov regarde Ivanenko, puis il regarde la responsable, il dit cela fait 3 semaines. Je regarde... Est-ce que ça pour avoir une confirmation? Madame Fundrik te dit oui, 3 semaines, 1 mois, quelque chose comme ça. Les premières rumeurs ont commencé il y a 1 mois, je dirais. Le dernier envoi est parti. Il a dû arriver à Kniga il y a maintenant 3 semaines, quelque chose comme ça. Il est parti il est parti il y a 5 semaines, le dernier envoi. Très bien. Et comment expliquez-vous que nous n'ayons jamais reçu une nouvelle de votre messager, votre coursier? Parce que vous doutez bien qu'on ne peut pas négocier si on n'est pas au courant qu'il faut négocier. Et donc là, Ziglov écarquille des yeux vraiment. Il fait comment vous n'avez pas reçu notre courrier? Mais pourquoi êtes-vous là? Nous sommes là parce qu'il n'y a pas eu. Je vous ai expliqué pourquoi nous sommes là, parce que nous n'avons pas eu de chargement depuis maintenant plus de 3 semaines, et parce que, encore une fois, le royaume menace de prendre le contrôle de la mine. Et Fundrik fait oui, en effet, elle appuie ton discours, quoi. Et Ziglov vraiment a l'air vraiment honnête, tu vois. Il fait mais nous avons envoyé ce courrier, je vous l'assure, nous voulions négocier en toute bonne foi. Et Ivanenko, il a quoi comme tronche là? Tu peux me faire un test de psychologie si tu veux. Fais un test de flèche dans sa gueule. J'aime mieux le test de flèche dans sa gueule si c'est possible. Non, je fais 30, ça passe pas. Donc t'as l'impression qu'il a plutôt poker face, tu vois, il réagit pas trop, il essaye de regarder, il alterne entre regarder Fundrik et Arminius dans les yeux. Okay. Du coup, moi je le regarde dans les yeux, j'essaye vraiment de le locker, et je dis... comment il s'appelle Monsieur Gosban. Vous m'avez l'air d'être un ouvrier parfaitement honnête. Eh bien oui. Et je vous crois. Vous crois quand vous me dites que vous avez envoyé le coursier. Cela fait 20 ans que je travaille pour cette concession et 8 que je travaille pour votre famille. Ça fait 8 ans que les Mondrian possèdent les droits d'exploitation de la concession. Et nous sommes très heureux de vous avoir parmi nous.
Et j'ai envie de vous croire quand vous me dites que vous avez envoyé un coursier, puisque de toute façon c'est confirmé par Mademoiselle Fundrick. Mais ce coursier, nous ne l'avons jamais reçu. Alors, la route entre la concession et Kniga est certes parfois dangereuse, mais tout de même, un coursier aurait dû arriver. Et nous avons trouvé également sur la route une DMT, c'est ça ? Ouais, le DMP, Diligence Mécanique à Pattes. DMP. Vous savez ce que c'est ? Non, pas du tout. Et du coup, Fundrick dit mais si, des fois il y a des nobles qui nous rendent. C'est les grandes machines là avec les pattes qui font du bruit. Ah oui, d'accord, les véhicules. Oui, je vois ce que c'est. Oui. Donc, voilà, qui était encore que nous avons réparé grâce à mon ami Fischer ici présent. Et Dr Marmotte, parce que sinon on va parler. Oui, j'ai aidé. Et dans cette diligence se trouvait un papier signé de la main de votre collègue, Ivanenko. Ivanenko regarde, tu vois, il fait « je vois pas de quoi il parle ». Ma théorie est la suivante. Vous avez envoyé une demande de négociation qui a été interceptée, puisque je pense que quelqu'un ici ne souhaite pas qu'il y ait négociation, en tout cas souhaite que les négociations échouent, sûrement pour récupérer cette concession. Une famille concurrente qui aurait financé la location de cette diligence, par exemple. Et là, je regarde vraiment la tête d'Ivanenko. Ah, tu vois qu'il réagit un petit peu, mais il fait écoutez, ce sont des conclusions très intéressantes, mais moi, ce que j'en conclus à ce que vous dites, c'est que d'ici quelques jours, une semaine tout au plus, l'armée va arriver et destituer votre famille de la concession numéro 8. Vous feriez bien de négocier si vous êtes sûr que vous allez perdre cette concession. Et du coup, Gosban, Ziglov Gosban dit bah oui, c'est bien vrai, ça, nous avons la position de force, raison de plus. Alors, l'armée a la position de force. Ni l'un ni l'autre n'avons une position de force. Nous risquons de perdre notre concession et vous risquez de perdre une quinzaine de gens qui vont être tués par l'armée lorsqu'ils vont reprendre le contrôle, parce qu'ils n'acceptent pas les grévistes. Mais oui, mais dès qu'ils arrivent, nous, on retravaille à plein régime, le jour où ils arrivent. Donc vous travailleriez pour la même somme d'argent que pour nous, mais pour l'armée en fait. Donc vous n'auriez absolument rien gagné dans cette histoire, si ce n'est la réputation d'être... mais vous avez plus à perdre que nous dans l'histoire. Nous, on n'a rien. On n'arrive pas à mettre de sous de côté, on ne peut pas se sortir de cette situation. Vous avez vos vies. On peut même pas réparer nos maisons. Est-ce que c'est vrai ça ou pas? Bah t'as vu que le dortoir il est un peu il est pas en super état, mais c'est pas pire que la concession numéro 7 où vous étiez il y a quelques jours. Ouais. Et ce que je sais des payes des concessions générales, ça c'est-à-dire on est au niveau du marché quoi, à peu près. Ouais. Ok, d'accord. Après tu connais pas toutes les concessions, mais il y a sûrement des concessions pires bien sûr. où il y a des gens qui se font fouetter et qui travaillent pour rien, et il y a sûrement des concessions un peu mieux, mais vous êtes pas dans le bas du panier quoi. Bah, ce que vous avez à y perdre, c'est tout de même de perdre vos emplois, de finir en prison. Maria, pendant... Vous savez que mon travail au-delà d'être de manière exceptionnelle l'envoyé de la famille Mondrian pour aider ce genre de situation, et d'être juriste et donc d'instruire des procès. Quelle est votre proposition alors? Et pendant que tu réfléchis, Maria, tu vois du coin de l'œil qu'il y a un homme qui te dévisage depuis une bonne minute quasiment. Tu peux me faire un test d'intelligence pour voir si tu te rappelles qui c'est. Ou si tu le connais. T'as 45%. Non, je ne me souviens pas. Tu te souviens pas? Très bien. Tu peux faire un test d'intuition si tu veux, mais c'est le seul de la soirée. C'est le seul de la soirée. Donc Arminius... Je vais attendre un peu. Je te laisse réfléchir, Maria. Arminius, qu'est-ce que tu réponds à quelle est votre proposition? Est-ce que mon oncle m'a dit que j'avais une latitude de négociation ou pas du tout? Ça t'a dit pendant la conversation que vous avez eue, qu'on a rejoué le flashback, il t'a dit vous avez toute latitude pour remettre de l'ordre dans la concession et qu'on ne perde pas cette concession. Il demande une pièce de cuivre, c'est ça d'augmentation? Une pièce de cuivre par jour et par mois, il me semble, par personne et par mois, tant que la concession fait des bénéfices, il me semble. Très bien. Voilà ce que je vous propose. Je me souviens que c'était une pièce de cuivre, je me souviens pas si c'était par quelle tranche. C'est par mois et par personne. Voilà ce que je vous propose. Une cuillerée de nourriture en plus le midi et le matin.
pour avoir des forces pour la journée. Et une pièce de cuivre par mois et par personne, uniquement pour les personnes qui ont prouvé leur loyauté et qui sont là depuis 5 ans. Et ensuite, après 5 ans, après 10 ans, une autre pièce de cuivre en plus. Tu sais que ça va te coûter quasiment aussi cher, parce que les gens qui restent là, ils restent là à 20, 30 ans, tu vois. Enfin, c'est des familles qui... Ah, donc ouais. pas ça, donc juste... au-delà de 5 ans. Juste une pièce de cuivre en plus au-delà de 5 ans. Okay. Ghostban, tu vois que Ziglov Ghostban réfléchit un petit peu, tu vois, il a l'air de compter un peu dans sa tête. Docteur Marmotte, elle fait comme ça en te regardant, tu vois, elle trouve que c'est bien amené. Et tu vois que Ivanenko, il est un peu énervé, tu vois, que tu acceptes autant de choses, enfin que il a l'air d'être énervé que ça aille dans la bonne direction. Et au bout de 20 secondes, vraiment, Ghostban tend la main vers toi et dit j'accepte de signer. Et du coup, Ivanenko fait non, mais nous devons être deux pour choisir. Et Ghostban il fait non. Je serre la main. Ouais, non, mais de toute façon, Ghostban serre, tu vois, il fait non, c'est fini maintenant, il faut arrêter, l'armée arrive, prenons ce qu'il nous offre. Et il te serre la main. Parfait, monsieur Ghostban, vous avez un grand avenir dans notre compagnie. Eh bien, je l'espère. Est-ce que la tête de mademoiselle Fundrick est. Madame Fundrick est. Fundrick, elle a l'air soulagée. Ok, très bien. Bien, est-ce que tout ça, ça doit se faire par contrat? Est-ce qu'il y a... Ouais, vous allez rédiger des choses. Donc Fundrick dit écoutez, j'ai beaucoup de paperasse à rédiger, je vais m'y atteler. Hein. Je vais y passer l'après-midi et on devrait pouvoir tout signer. Enfin, la fin d'après-midi et la soirée, on devrait pouvoir tout signer avant d'aller se coucher ce soir. Vous avez ma parole, Ziglov. Tous les papiers seront prêts ce soir. Et il fait très bien, mais je veux être sûr. Alors le convoi part demain matin. Très bien. Fischer, tu fais des trucs pendant toute cette discussion ou pas? Parce que Maria, elle a des eye contact avec un inconnu, mais toi, tu... Est-ce que je sais si... Pardon, vas-y, excuse-moi. Non, bah moi je fais pas grand-chose. J'ai souri au moment où il a dit que Ivanenko c'était quelqu'un qui était là pour tout faire foirer, parce que c'était ce que je me disais et je me dis putain, je suis bon. Et mais sinon à part ça, c'est tout. Ok, très bien. Est-ce que je sais s'il y a peut-être des réserves d'alcool ou des choses comme ça dans ce genre de... Sûrement un peu, mais pas énormément. Mais il y a au moins de la bière qui coupe ou des choses comme ça, quoi. Tu peux faire une petite fête si tu veux, ça coûtera un peu de sous, mais... C'est ça, en fait. C'est ça. Du coup, je dis à Ziglov, bien. Écoutez, la compagnie offre une tournée à tout le monde pour fêter ça. Oh, magnifique. Nous allons pouvoir prévenir Judith, la cuisinière en chef. Elle va amener des brocs à tout le monde et nous allons pouvoir faire courir le mot. Tout le monde va s'arrêter de travailler pour une petite heure et on va fêter ça. Et puis ensuite, on recommencera le travail et on préparera le chargement de demain. Puis il se lève et il se dirige vers l'endroit qui semble être la cuisine. Ok. Je regarde... Vas-y, Maria, pardon. Je vais faire mon test parce que ça m'intéresse. L'intuition. Okay. Tu peux aller lui parler aussi si tu veux. Hein. Il est loin ou il est à genre 7-8 mètres à une table, tu vois. Et il arrête pas de te regarder, mais il est à moitié en discussion en train de jouer aux cartes avec quelqu'un, mais il jette un coup d'œil très souvent. Et comme vous étiez en réunion, il osait pas de venir te voir. Après, peut-être que si t'attends maintenant que la réunion est finie, il va venir. Mais... De toute façon, ça s'est bien passé. Il n'y a pas besoin que je reste pour protéger qui que ce soit. Je peux y aller. Je vais y aller. Okay. Je vais aller lui dire. Tu t'avances vers lui. Il voit que t'avances et donc il prend les devants un petit peu. Il se relève à moitié. Il fait mais vous ne seriez pas la petite Élise vous croyez disparu et tu commences à le remettre et tu penses que c'est un gars qui habitait à ton village et qui sait que voilà, t'as soit disparu, soit fui le mariage, etc. Et qui potentiellement pourrait aller parler à tes parents, tu vois. Chouette. Donc toi, ça remonte à, je sais pas combien ça fait, peut-être 10 ans que t'es parti, un truc comme ça. Ouais, 12 ans, tu vois. Ouais. Vous seriez pas la petite Élise Maria, c'est ça vous deviez vous marier et d'un jour à l'autre, vous avez disparu. Que vous est-il arrivé? Je l'égorge. Ne tape pas un ouvrier, s'il te plaît. Ah, maintenant. Je peux te laisser réfléchir à ce que tu dis, si tu veux.
Ouais, je veux bien. Le problème, c'est que j'ai envie de mentir, mais ça passera jamais. Fisher, la mission, enfin la réunion se termine. Tu vois Maria partir parler avec quelqu'un que tu ne connais pas. Tu vois que Arminius discute de comment le contrat va être rédigé avec la responsable, Madame Fundrick. Donc t'as quelques minutes de blanc où Arminius est en train de parler. Tu sais pas trop quoi faire. Tu vois que la marmotte, elle écoute, elle a l'air intéressée. Tu fais un truc, Ouais, je vais aller jouer aux cartes avec les ouvriers. Ok. Et je vais essayer de savoir je vais essayer de découvrir un peu comment s'organisent les boyaux de la mine et comment ils sont numérotés, etc. pour pouvoir m'y retrouver au cas où. Qui m'explique un peu pendant qu'on joue. Vas-y, donc tu t'assois à une table, vas-y, je te laisse te présenter, enfin, un peu m'expliquer ton approche et... Bonjour monsieur. Ouais. C'est possible de jouer avec vous? Bah ouais, puis ils étaient 3 à jouer, ils se poussent un peu. Ils t'expliquent le nom d'un jeu, tu vois, vous connaissez la bataille de Kniga, bon, on était 3, mais il suffit de recouper la pile et vous piochez une nouvelle main et puis on peut jouer à 4. Ok, très bien, ça me va. Et du coup... Voilà, il coupe la pile, il te donne une main, tu commences à jouer. Et dites-moi, du coup vous êtes content que les négociations se soient finies? Ah c'est bon, c'est terminé? Parce que du coup, il est pas encore revenu avec l'alcool et tout, donc il a pas annoncé... Ah bah, c'est en train de se terminer en tout cas, oui. Ah bah c'est une bonne nouvelle ça, donc on gagne quelque chose. Ah bah vous gagnez quelque chose et puis vous allez pouvoir vous remettre à travailler surtout, c'est une bonne chose. Mais vous savez, on bossait quasiment autant, hein. Les entrepôts ils sont pleins là, ils sont pleins. Ah ouais? Ouais, plein à craquer, vraiment. On avait quelques heures de pause en plus par jour, mais on travaillait 70% du temps quoi. Alors 70% du temps sans envoyer de livraison pendant plus de 2 semaines, les entrepôts ils sont en plein à craquer là. Là dans 3 jours on pouvait plus travailler, il n'y a plus de place. D'accord. Ah bah c'est une bonne chose ça d'avoir fait grève et d'avoir continué à travailler pendant que vous faisiez grève. Bah écoutez, c'est Ivanenko, il nous a dit que c'était une bonne stratégie pour que si jamais ça se passe mal, on se fasse pas trop... Voilà, il nous a dit que c'était une possibilité que l'armée arrive et au moins si on leur montrait que les stocks étaient pleins, ils auraient été compatissants. Ok. Ah, c'était une bonne stratégie. Ah, il est intelligent ce gars. Moi j'y connais rien. Bah oui, il est plutôt intelligent. Ouais. Bon et sinon vous venez de... Il est arrivé il est arrivé il y a longtemps, Ivanenko? Ouais, quelques mois. Il continue vous jouer. Ouais. Bah, je les explose. Fais-moi un test d'intelligence. Pour voir si tu les exploses. J'ai fait 60. Très bien, tu les exploses. Et arrive à un moment, du coup, t'as fait 2-3 parties, ça fait bien un quart d'heure. Arminius et Maria ont fait plein d'autres choses pendant ce temps-là, mais t'as joué un quart d'heure et tu te dis, c'est bon, je les connais un peu, je peux peut-être leur poser des questions sur. Et du coup, vous travaillez où, vous, dans la mine? Dans quelle section? Un peu partout, vous savez. Le boulot principal, c'est l'extraction des cristaux, mais c'est dur à trouver, il n'y a que quelques filons, mais on sort plein de choses et ça nous arrive d'aller partout. Et comment vous y retrouvez dans la mine? C'est numéroté, il y a des boyaux principaux, A, B, C, D, E, F. Et puis après, il y a des sous-boyaux dans chaque boyau. Numéroté de 1, je crois que le plus grand, il est à combien? 72, et l'autre, il fait non, 73, on en a découvert un autre hier. D'accord, ok. Ah, c'est bien, ça a l'air bien foutu. Hein. Ouais, on met des petits écriteaux un peu partout. Bon, des fois, ça s'effondre, mais il suffit de compter, en fait. Les plus récents, c'est les chiffres les plus bas, et puis plus on s'enfonce, plus c'est des chiffres élevés, quoi. Ah, du coup, vous savez tous bien compter. Non, après, des fois, il y a des pièges parce qu'on retrouve des boyaux et des filons plus avant. Des fois, on n'a pas bien cherché, mais dans l'ensemble, ça marche comme ça. Après, on sait pas tous bien compter, mais on reconnaît les chiffres et voilà. D'accord. Okay. Et la plupart de nous, ouais, on sait compter. Moi, je sais compter jusqu'à au moins 100. Ouais, c'est bien. Puis, en fait, après, moi, on m'a expliqué. J'ai un peu de mal, mais je crois qu'il suffit de repartir de zéro, en fait. À partir du moment à 100, on refait 1, 2, 3, 4, voilà. Et sauf qu'on dit 100 avant, ouais, c'est ça. Ouais, après, de toute façon, si je suis loin dans le boyau, je sais qu'il y a déjà 100 derrière moi. Oui, bah surtout qu'il n'y en a que 73. Donc, en plus, ouais, mais... Ouais, ah oui. Voilà. Et du coup, je continue à jouer, juste. Okay, c'est bon, j'ai eu mes infos. Donc Arminius, toi t'arrives à discuter, tu comprends un peu comment tout le contrat va se faire, etc. Tu fais bien en sorte que ce soit bien cadré. Et tu fais quelques calculs avec Fundrick et définitivement ça va vous coûter 15-18%
peut-être même 20%. En fait, selon le nombre de personnes de nouveaux que vous recrutez, en fait, tu te dis que une politique que vous pourriez faire maintenant, du coup, si tu voulais être fourbe, ce serait virer les gens au bout de 6 ou 7 ans, ou trouver des excuses pour les virer et recruter tout le temps de la nouvelle main-d'œuvre, tu vois. Ça se ferait pas, mais ce serait une chose pour contrer le contrat. Mais tu te dis qu'en respectant ce que tu faisais, vous analysez un peu combien de personnes vous avez qui a plus de 5 ans, etc. Et au final, le deal que tu as passé, c'est quasiment ce qu'ils acceptaient. Et ça va couper 18-19% des bénéfices. Ouais, Fischer. Moi, au bout de quelques parties, quand même, déjà j'en ai marre de les exploser, du coup j'ai plus envie de jouer. Ouais. Et je me lève et je vais aller voir Arminus quand même. Okay. Et je vais essayer de le prendre à part si ça le dérange pas. Alors avant cela, du coup, Maria, elle était face à ce dilemme. Comment t'as réagi, Maria? Tu vois Fischer qui va jouer aux cartes en fait à ce moment-là. Alors je lui réponds. Oui, c'est moi, avec Poker Face. Je me disais que je vous avais reconnu quand même. La petite des hélices, c'est fou ça quand même. Vos parents, ils vont être... longtemps. Quoi? Ça fait longtemps. Bah oui, mais vos parents, ils vont être très contents d'apprendre la nouvelle. Je pensais visiter le village, mon village de naissance dans quelques mois pour voir mes parents. Je pourrais leur dire. Non, vous ne leur direz pas. Ah bon? Mais pourquoi? Parce que je vous demande. Mais ça leur ferait si tant plaisir. Mais racontez-moi votre histoire. Pourquoi vous êtes partis? On vous a kidnappé? Il y a eu des bruits qui ont couru. Je peux pas vous expliquer, ça vous mettra en danger. Et du coup, je préfère rien vous dire, mais du coup, je vous demanderai aussi de rien dire à mes parents pour pas les mettre en danger. Fais-moi un test de mentir-convaincre. Et t'as plus... Alors, je ne mens pas sur lui, non, parce que t'essayes de le convaincre. S'il raconte, je lui pète sa gueule. Tu le mets en danger toi-même, mais... Fais-moi un test de mentir-convaincre, c'est plus la partie convaincre qui joue, mais fais-moi un test de mentir-convaincre à plus 20%. Ou tu peux changer ton discours et me faire un test d'intimider à plus 20%, ce qui sera plus facile. Mais je te demande de changer un petit peu ton RP, de rajouter une petite phrase un peu plus piquante. Et dans ce cas-là, tu le menaces vraiment à parole. Et si, genre, je peux dire, vous ne leur direz pas, et genre, je pousse ma veste pour lui montrer l'épée courte. En lui disant ça passerait ou tu veux plus? Le fameux vous ne leur direz pas. Vous ne direz rien, d'accord? Genre en lui disant ça pourrait vous mettre en danger et tu montes l'épée quoi. Voilà, un incident et c'est vite arrivé. Tu peux faire un test d'intimider à plus 10%, donc t'as 60%. Ça reste mieux que ton mentir-convaincre qui était à 20. Non, ça passe pas. Ça passe pas. 82. Tu peux me faire un test de psychologie si tu veux, à 20% au moins. Et il sait même pas bien mentir, donc t'as plus 20%, donc t'as 40% au moins. Mais si tu rates ce test aussi, il va te dire oui, je dirai rien, mais en fait il dira quelque chose, mais t'as aucune façon de le savoir. Ça passe pas. Très bien. Donc si un jour on continue cette aventure, peut-être dans une deuxième, dans un deuxième, on verra, mais peut-être que tu auras des nouvelles de tes parents et de la famille de ton mon cher et tendre. Ton cher et tendre. Donc Fischer, tu te diriges vers Arminus qui était en pleine conversation et tu te diriges vers lui au moment où Léandre Fundricht part pour rédiger les contrats. Ok. Du coup, je lui tapote sur l'épaule. Oui, Fischer. J'aurais besoin de te parler par là-bas. Mais bien sûr. On se tutoie maintenant? Vous parlez. De vous parler par là-bas, pardon. Ça c'est le verre. Ouais, je t'ai su. J'ai joué aux cartes, je plus moi-même. Il faut vraiment il y a un gros problème avec Ivanenko. Hein. Je sais bien, je pense vraiment que ma théorie était correcte. Le problème c'est que sans preuve, on risque de se retrouver avec il va être protégé par les ouvriers qui vont faire corps autour de lui, donc il faudrait qu'on ait une preuve pour... Il a fait continuer à travailler les ouvriers. Ils envoyaient rien, mais les entrepôts sont pleins. Les entrepôts sont pleins. Pleins à craquer. Apparemment, dans 3 jours, ils pouvaient plus travailler tellement ils ont plus de place. Et pourquoi il a fait ça? Je sais pas, j'imagine que si jamais la mine était reprise par quelqu'un d'autre, il faisait encore plus de profit. Non, mais quelle est la raison qu'il a donnée aux ouvriers? Ah, que ce serait plus facile de négocier avec l'armée si jamais ils arrivaient.
Donc soit il travaille pour une famille qui a prévu de racheter la concession, soit il travaille pour le royaume lui-même qui a prévu de saisir la mine. C'est ça. Mais dans tous les cas, il n'est pas clair. Il faudrait pouvoir fouiller sa couche pour essayer d'avoir des... Alors tu sais que, juste un truc, tu sais que le royaume ne possède... Enfin, le prince de Kniga et la royauté de Kniga, la famille royale de Kniga, possède toutes les concessions. Mais chaque concession a un droit d'exploitation et ils ont aucun intérêt, ils veulent pas s'embêter avec. Et vraiment, ils touchent des bénéfices dans tous les cas, mais ils s'embêtent pas avec la gestion des concessions et ils délèguent tout le temps à une famille royale, une famille noble, pardon. Donc ce serait donc c'est forcément une autre famille qui... Tu réfléchis aux deux options, mais tu te dis que c'est beaucoup plus probable que ce soit une... S'il travaille pour quelqu'un, il y a sûrement des traces, une lettre... moi après, si vous voulez que j'aille faire un tour autour de là où il dort, etc., autour de ses possessions personnelles, moi ça me dérange pas. Faites ça, je vais essayer de l'occuper avec de la boisson et mon éloquence naturelle. Emmenez Dr Marmotte avec vous peut-être pour faire le guet ou ce genre de choses. Donc, et du coup je fais un check à la marmotte et... Ouais, tu pars avec. Il va y avoir vraiment une grande fête, un peu, pot d'entreprise, tu vois, tout le monde réuni dans cette grande salle commune avec des bières, des alcools pas très forts et des amuse-bouches qui vont être servis. Vous allez pouvoir rencontrer plusieurs personnes, sauf toi Fischer qui va te partir discrètement, mais Maria tu vas rester là, je suppose, avec Arminius. Ouais. Vous allez pouvoir rencontrer plusieurs personnalités, on va dire personnes un petit peu importantes, notamment Judith Ostazur, la cuisinière en chef de la concession, et vous allez aussi parler indirectement avec une certaine Tonia Gosban qui est la nièce de Ziglov Gosban. C'est les personnes un petit peu qui vont vous marquer, dont vous allez retenir le prénom, et sinon c'est vraiment leader de la communauté quoi. Ouais voilà, et les autres c'est des ouvriers et quelques mercenaires dont certains qui viennent être libérés et qui ont des bleus, qui ont le visage un peu abîmé, mais du coup qui ont l'air de... Ils sont dans leur coin, ils sont pas très contents et tu te dis que ce sera peut-être intéressant de les échanger avec une autre concession peut-être. Ouais, c'est ça, parce que ça pourrait créer des heurts. Et donc Fischer, toi tu arrives à t'orienter un petit peu, tu demandes à quelqu'un, tu dis, tu te débrouilles comme tu veux, mais tu arrives à trouver un petit peu où ça se passe. Tu vas juste pouvoir me faire un test de discrétion. Et ça va être de la discrétion tout autant de arriver à parler à quelqu'un sans lui mettre la puce à l'oreille, arriver à rentrer dans la chambre sans pour fouiller un petit peu toutes les possessions de Ivanenko. Vas-y Arminius. Je surveille Ivanenko évidemment, et soit je parle avec lui, soit en tout cas si je le vois essayer de se partir, je le retiens quoi. Très bien. Tu vas réussir à le retenir. Moi j'ai été mise au courant ou pas? Pardon? J'ai été mise au courant du plan ou pas? Je te dis, alors je sais pas si on a l'occasion de parler cela à un moment. En tout cas, je te dis juste que Fischer est parti fouiller la chambre d'Ivanenko et qu'il faut absolument le retenir dans cette salle. Ça marche. Il va prendre un pain à un moment, Ivanenko, juste par principe. Donc c'est pas directement relié, mais on va considérer qu'en fait si tu réussis ton test de discrétion, Ivanenko va pas être suspicieux, il va pas partir, et si tu le rates, il va essayer de partir et ça va créer peut-être des heurts. J'ai fait 15. 15, donc Ivanenko se doute de rien, il fait la fête avec les autres, mais il a quand même il est pas très content, mais il le montre pas trop. Et toi tu arrives à te rendre dans la chambre d'Ivanenko qui partage avec deux autres ouvriers en fait, et tu vas fouiller toutes ses possessions, tu vas rien trouver. D'accord. Tu vas rien trouver de compromettant. Et vraiment t'as 1 heure pour tout fouiller, et tu trouves, si tu veux, tu peux lui piquer son or. C'est peut-être pas la meilleure chose à faire, mais tu vas rien trouver de compromettant. Il a aucun contrat dans ses affaires et il n'a aucun courrier dans ses affaires. Tu trouves une chose, tu trouves un contrat de location de diligence de mécanique à pattes. C'est tout. Mais tu ne trouves rien qui le relierait avec cette affaire. Oui, je vais quand même le garder, le contrat de location. Très bien. À son nom, le contrat de location ? D'ailleurs, justement, j'allais demander. Il est au nom de Alaniar Vasenov.
Est-ce que ça... non, de toute façon, je ne suis pas au courant. Non, vous allez pouvoir en parler, ça ne te parle pas du tout, c'est pas un nom que tu connais. Ok. C'est pas un nom. C'est pas un anagramme de nom que je connais. Non, tu demandes à Dr Marmotte qui te propose 200 anagrammes en 10 minutes, tu vois, et c'est pas... C'est bon. Non, malheureusement non. Donc vous retrouvez le lendemain matin, sauf si vous faites un truc dans la soirée. Ah oui, si, moi dans la soirée, je vais essayer de profiter de l'alcool et tout pour discuter un peu plus avec Ziglov Gosban. Ok. Et du coup, je vais lui dire, mais du coup, j'ai entendu les ouvriers que les entrepôts sont pleins. Ah oui, bah c'était une idée d'Ivanenko, ce bon gaillard. Il voulait nous éviter de nous faire cogner par l'armée si elle arrivait. Ouais. On a continué de produire. Du coup, on prenait 2-3 heures de pause par jour en plus, par personne, c'est tout. Et du coup, vu que nous avons réglé notre différend, vous ne verrez pas d'inconvénient à envoyer un plus gros chargement demain pour rattraper les chargements qui n'ont pas été. Ah bah écoutez, c'est compliqué parce qu'on a que 2 charrettes et à chaque fois on envoie les 2 charrettes. Et si je vous proposais une diligence à pattes Bah écoutez, on doit bien pouvoir fixer quelque chose sur le dessus et puis je trouverai bien un gars qui sait conduire ça. On doit pouvoir s'arranger, ouais. Bon, moi Très bien. Ça fait longtemps que du coup vous lui faites confiance à cet Ivanenko ? Ah bah écoutez, c'est un bon type, un chic type. Il a pas de bol, hein. Il a perdu sa femme récemment et il est arrivé ici pour travailler et je connais pas particulièrement son passé, mais c'était un bosseur, il a évolué dans les échelons très vite et il a été vite élu, ouais. Bah écoutez, il était tout le monde l'a adoré. Donc voilà. Ok. J'arriverai pas à en tirer autre chose, je pense. Enfin, il sait rien en fait. Il a pas l'air de savoir. Je crois qu'en psychologie t'as 80%, donc je te demande même pas de test. Hein. Il ne sait pas plus de choses et ce qu'il te dit c'est honnête. Ok, et je vais juste à un moment donné faire un discours en fait. Je vais monter sur une table. Je vais faire monter Ivanenko et Gosban, Ziglov Gosban sur la table avec moi et je vais faire un discours, je sais pas si tu veux que je te le fasse ou sinon juste te dis dans les sens que ça... Comme tu le sens. En gros, je vais juste leur dire, écoutez, nous sommes là pour célébrer l'accord que nous avons trouvé. Tout le monde est un peu pompette, donc déjà il y a des... Ouais, voilà. La famille Mondrian est fière de vous avoir pour ouvrier et souhaite récompenser votre fidélité. Nous espérons que vous travaillerez efficacement. Et je voudrais particulièrement remercier Monsieur Gosban pour son leadership naturel. Il te dit merci d'un hochement de tête. Tout le monde fait Gosban. Et là je fais un silence. Ouais. Tout le monde se tait. Et je leur dis... Voilà, et je leur dis, profitez bien. Voilà. Il y en a peut-être 2-3 qui se disent, bah il a pas, tu vois, genre il met un coup de coude. T'entends des gens qui font, bah il a pas dit merci à Ivanenko, c'est fou ça, mais voilà. Et du coup, je me retourne vers Ivanenko, je lui fais un petit sourire. Ouais. Bah il te regarde, il loche un peu la tête, tu vois, puis il va faire autre chose, se servir un verre, enfin. Très bien. Ouais, non, c'est bon. Est-ce que vous faites autre chose de la soirée ou de la nuit ? Ou est-ce qu'on se retrouve le lendemain matin ? J'ai une question. Ouais. Est-ce que dans ces affaires, il y avait son alliance ? Alors, est-ce que déjà l'alliance, c'est un truc qui se fait à Kniga ? Non, on a vu que non, je crois. Je sais plus, mais tu n'as rien trouvé. Il n'a pas genre une lettre de sa femme ou un objet qui pourrait penser à... Tu vois, il n'a pas de souvenir ou d'objet qui pourrait dire qu'il a été marié, et sur lui non plus. Ok. Vous rappelez le parchemin que je vous avais lu, que vous aviez trouvé, je suis Ivanenko et je fais partie du syndicat d'ouvriers de la concession. J'ai 36 ans, veuf et sans enfant. Je viens de Kniga mais habite ici depuis quelques mois et viens d'être élu. Voilà. Je l'avais à droite. Est-ce qu'on... Quoi ? Pardon ? Je l'avais à droite. Tu l'avais à droite. Est-ce qu'on se retrouve le lendemain matin ? Oui. Ouais. Maria, tu fais rien d'autre ? Tu profites pas de la soirée pour égorger quelqu'un ? Non, c'est bon. Tu lui fais confiance ? Non, mais si ça continue comme ça, je pense qu'on va pouvoir se foutre sur la mouille, donc j'attends mon heure. Donc le lendemain matin,
prenez un petit déjeuner copieux avec une cuillère en plus pour chaque ouvrier qui sont très contents de retourner travailler. Il y a un gros chargement qui attend dans deux charrettes. C'est un chargement qui est protégé par 4 mercenaires à chaque fois qui font le trajet. C'est des mercenaires qui ont l'habitude de faire ça. Au petit déjeuner, vous signez, vous ratifiez les nouvelles conventions collectives de la concession numéro 8 avec Gosban et avec Fundrikt. Malheureusement, Ivanenko est aux abonnés absents. Il n'est pas là et vous demandez à quelqu'un d'aller voir dans sa chambre. Et les 2 ouvriers qui dorment avec lui disent qu'il n'est pas allé se coucher hier soir. Très bien. Maria, ouais. J'ai juste une question, est-ce que j'ai récupéré des points de vie ou pas ? Non, vous n'avez pas récupéré de points de vie. Ok. Pour l'instant. Si vous vous reposez aujourd'hui, vous en récupérerez un. Là, comme vous avez fait la fête, que vous aviez... quoique, vous avez fait une journée... Non, vous avez fait une journée en diligence mécanique, donc vous n'avez pas marché. Vous pouvez regagner un point de vie, tous. Ah oui. Ok. Du coup, j'imagine que au petit déjeuner, je dis à Gosban, qui je sais pas s'il mange avec nous. Ouais, vous ratifiez les trucs tout en prenant ce petit déjeuner. Mon ami Fischer aura besoin d'accéder à un des tunnels. Ça ne pose pas de problème, tant qu'il écoute nos directives. Je peux envoyer un ouvrier avec lui et puis on lui donnera des équipements de protection. Pourquoi donc ? C'est un alchimiste et il aimerait bien étudier l'une des mousses, je crois, qui se trouvent dans le tunnel. Une mousse ? Non, on a trouvé un champignon bizarre, on en a parlé il y a 2 mois. Et vous en avez là ? Ah non, c'est juste, en fait, on a ouvert on a continué, c'est un filon existant, mais on l'a continué plus loin. On a trouvé un champignon qui pousse et quand on marche dessus, ça fait une fumée noire étrange. D'accord, et ça, c'est dans quel boyau ? C'est dans un des derniers boyaux qu'on a trouvé. D'accord, donc dans le 72 ou dans le 73 ? C'est le 71F. 71F. Ok, champignons. Si vous voulez, même on vous en ramène. Enfin, je sais pas quelle quantité vous en voulez aussi, mais c'est peut-être mieux que vous alliez sur place, comme vous voulez. Oui, j'irai sur place, vous inquiétez pas. Vas-y, c'est bon. Mais c'est quoi, du coup, tu y vas quand ? Parce qu'on va peut-être partir avec moi je veux bien y aller là. T'y vas là. Ouais, pour ça. Maria et Arminus, donc vous voyez Fischer s'éloigner en direction des galeries dans les collines creuses. Vous faites quelque chose pendant ce temps-là ? Moi je demande du coup à Gosban. Gosban, il est pas là, Ivanenko Non, écoutez, donc c'est la discussion. Il dit non, écoutez, j'ai envoyé un ouvrier. Il paraît qu'il est pas allé se coucher hier, donc on va chercher autour. Ça se trouve, il a trop bu pour fêter ça, puis il s'est effondré dans un fossé. On va chercher. Qu'est-ce que vous en pensez de ma théorie d'hier ? Quelle théorie ? Sur Ivanenko. Avec une famille concurrente, tout ça. Ça fait un peu. Tiré par les cheveux. Ça fait un peu. Je sais pas, moi j'ai jamais vu ça. Enfin bon. Vous me direz, coup, vous me direz il y a 8 ans. Vous savez lire ou pas ? Vous me direz il y a 8 ans, quand votre famille a pris possession de la concession, il y a eu bien quelques on-dit. Mais moi je crois que votre famille elle est honnête et que vous avez récupéré cette concession sans bisbille aucun. À la loyale. Bah oui. Non, je ne sais pas particulièrement lire. Enfin, un petit peu, mais... Et tu vois qu'en fait, quand vous avez signé, en effet, il a du mal, tu vois. Et il a demandé à ce que vous lui lisiez certains passages. Il a fait genre, il comprenait, mais il avait un peu de mal. Mais il a ratifié pour tout le monde. Et il a ratifié pour tout le monde, ok. Parce qu'en fait, il faudrait que lui aussi signe. Écoutez, ce qu'il faut, c'est qu'il y ait deux délégués qui signent. Oui, c'est ça. Ouais. C'est bien lui l'autre délégué. On va faire des élections. Et puis là, il se met à hurler. Les gars, on a besoin d'un délégué. Et donc il y a des gens qui se ramènent, tu vois, ça prend une demi-heure, peut-être le temps que Fischer il aille dans la colline. Et donc il va compter les gens, il va dire là on a Madame Fundrikt, vous êtes d'accord avec moi, on a plus de 50% des gars là autour de nous. Oui. Très bien, on vote à main levée. Qui est-ce qui se présente ? Et puis là il y a Tonia, sa nièce, qui fait moi je veux bien être délégué. Allez, qui vote pour ma nièce ? Et tout le monde fait ouais.
On est d'accord, vote à l'unanimité. Et voilà, et du coup, il y a Tonia qui ratifie avec lui. Et du coup, on est d'accord qu'Ivanenko n'est plus délégué. Bah écoutez, non. Fischer, Fischer, dans la galerie, tu vas en effet trouver des gros champignons. Ils font cette taille-là. Et en effet, si tu appuies dessus, ça fait comme ça et tu as de la fumée noire qui s'en échappe. Et tu peux le tailler avec ton couteau pour le découper et en emmener un ou deux avec toi. C'est assez encombrant, donc tu peux pas en prendre plus de 2 ou 3, on va dire. Mais ça te suffira pour analyser la substance et après tu l'as dans ton collier, la substance, si tu arrives à en faire une potion. Le fameux. Très bien. Et du coup, la mousse fluorescente, j'en ai trouvé aussi ou pas? Non, t'es allé dans le... Ah oui. Tu leur demandes d'aller dans une autre galerie? Ah bah je veux aussi Oui, j'aimerais bien essayer dans la 32B s'il vous plaît. Vous êtes sûr? Oui, non, bah c'est oui, pas à oui, côté, la B... c'est un peu grâce à moi que vous avez votre augmentation de cuillère, etc. Ok, mais là on en a pas encore une demi-heure de marche. Hein. Oui, bah c'est pas grave. Bah très bien. Et donc Fischer il va revenir au bout de quasiment 1h30 quoi. Donc vous avez eu le temps de élire un nouveau délégué, signer tous les papiers, finir votre petit déjeuner. Les 2 chariots sont prêts à partir et la diligence mécanique à pattes a un espèce de chargement qui correspond à un petit chariot sur le toit. En fait il y a des planches en bois qui ont été mises et vraiment, ils ont pris la technique de Fischer pour la marmotte. C'est ça, exactement. C'est ça, exactement. Ils ont vu ton sac, ils ont essayé de faire pareil. Et du coup, au moment de partir, je dis vous avez toujours pas retrouvé Ivanenko? Non, pas du tout. On l'a fait chercher par 3 ouvriers, ils sont revenus bredouilles. Maria, t'allais... Dites-moi, si quelqu'un devait empêcher la mine de fonctionner, comment il ferait? C'est-à-dire? Si quelqu'un devait empêcher la mine de fonctionner, si quelqu'un devait, par exemple, c'est pas faire s'effondrer les tunnels ou ce genre de choses. Oh non, il y a des dizaines de tunnels. Faudrait être un alchimiste pour savoir faire ça, non? Je vois pas, enfin, j'ai jamais entendu parler de collines creuses qui s'effondrent, quoi. Non, Monsieur Mondrian, sous votre respect, à mon avis, vous aimez les théories, là. C'est Ghostban qui dit ça. Maria, t'allais prendre la parole? Ouais, j'inspecte les charrettes, savoir s'il n'y a pas, je sais pas, un chargement bizarre, quelqu'un qui essaye de se planquer dedans. Je vérifie que tout va bien dans les charrettes de chargement. Non, ça te paraît. Tu soulèves 2-3 trucs et c'est des caisses en bois. Tu peux même, si tu veux, ouvrir une caisse en bois ou demander à un ouvrier de l'ouvrir parce que toi t'as pas forcément l'équipement adéquat. Mais c'est des caisses en bois clouées, fermées, et dans la plupart t'as des minerais, et dans certaines t'as des cristaux de Kniga de plein de tailles différentes, et ça c'est des petites caisses en bois, et c'est vraiment, il y en a pas beaucoup des cristaux de Kniga, tu vois, il y a quelques caisses et c'est des petits cristaux pour la plupart. Le plus gros il doit faire tu vois, cette taille là. Et qui conduit du coup la DMP? Ils ont trouvé un ouvrier qui dit qu'il sait faire. Ok, qu'on connaît pas, que vous connaissez pas. Qui s'appelle Albrecht. Albrecht. Ok. Avec un CH. Ouais. Ok. Arminius, je sais pas ce que vous en pensez, mais si tout va bien ici, moi j'irais bien rejoindre Fischer. Dans la mine? Ouais. Mais il va revenir, hein, je pensais. Enfin, en fait, si vous le souhaitez, oui, mais Maria. Je me dis que s'il y a que un alchimiste qui pourrait faire en sorte que la mine ne fonctionne plus, l'alchimiste, il y a un endroit où il va vouloir aller avant de partir. Et du coup, j'aurais tendance à vouloir suivre l'autre alchimiste pour aller voir l'endroit où c'est qu'il a envie d'aller. Alors là, Maria, je pense que vous êtes un peu... Est-ce que vous rivalisez, théorie, c'est ça? vous rivalisez avec les miennes de théorie, Maria. Mais enfin, allez-y si vous voulez, oui. Tu l'accompagnes, Arminius? Ou je peux y aller toute seule, ça me dérange pas si vous avez d'autres choses à faire ici. J'aimerais bien qu'on reparte avec la cargaison, en fait, pour lui faire escorte. Eh bien... Je vous laisse 1 heure, le temps de retrouver Fischer, et ensuite on part. Donc, Maria, tu vas... Eh bien, je vais faire un jet d'intuition. Ok, et tu fais un jet d'intuition, et puis tu vas demander à un ouvrier de t'accompagner, et tu vas te diriger vers où tu penses que Fischer est allé se perdre. J'étais à 67.
Et je fais 14. Très bien. Qu'est-ce que tu cherches comme information par rapport à ton intuition? Est-ce que tu as des questions particulières? Essaye de résumer en 2 ou 3 questions. Globalement, j'ai cette théorie. Alors j'essaye de l'expliquer un peu comme je peux à Arminius, mais c'est une théorie qui est limite trop compliquée pour moi-même et que je n'arrive pas à comprendre moi-même, dans le sens où je pense que Ivanenko est un alchimiste et qu'il est venu en fait pour pouvoir aller chercher la mousse fluorescente, qu'il a fait en sorte que les ouvriers continuent à travailler pour pouvoir faire ses trucs tranquilles dans son coin. Et du coup, je pense que là, s'il est introuvable, c'est parce qu'il est en train de récupérer masse de mousse avant de disparaître et ne plus jamais revenir. Donc du coup, je veux savoir, est-ce que cette intuition, est-ce que je peux peut-être trouver Ivanenko en allant fouiller les... Okay. Donc tu te mets en route et tu vas retrouver Fischer alors qu'il est en train de s'enfoncer dans le boyau pour aller chercher la mousse, et vous allez récolter de la mousse ensemble, et le trajet dans la mine, tu vas y penser beaucoup à tout ça, et ton intuition va finir par te répondre, on va dire, et c'est une très bonne idée d'accroche scénaristique que j'ajouterais peut-être en option numéro 2 dans le scénar, mais c'est pas du tout ça. Et tu te dis qu'Ivanenko a sûrement pris la poudre d'escampette tard dans la nuit ou en fin de soirée, et qu'il a décidé simplement de fuir parce qu'il pensait que vous alliez peut-être lui demander des aveux, le tabasser ou le remettre aux soldats. Il avait raison. Il avait raison. Il a eu le nez creux, il est parti avant de se retrouver attaché dans un coin, la gueule en sang, on va dire. Mais c'est une très bonne idée, ça aurait pu tout à fait être... Mais du coup, quand elle essaie de nous expliquer sa théorie, moi je regarde Dr. Mott et je... De quoi? Ok, bah du coup, j'imagine qu'ils vont revenir. Ouais, vous revenez, donc vous arrivez à trouver de la mousse fluorescente, en effet. Ok, tout va bien, donc j'ai du champignon jaune qui fait de la fumée noire. Et tu peux me faire un test d'identifier une substance si tu es à 40% pour essayer de devenir enfin alchimiste en créant ta première potion. Je vais essayer. Ok. Et j'ai fait 41. Ce sera pas pour tout de suite. Donc pour l'instant tu ne comprends pas. Pour l'instant tu ne comprends pas ce que tu peux faire avec ce champignon, mais tu continueras d'y réfléchir et tu trouveras peut-être. Vous vous retrouvez tous au centre de la concession, à l'extérieur, avec tous ces chariots qui sont prêts. Toi, tu as dit aux mercenaires d'attendre. Vous êtes là, il y a toutes les personnes importantes, vous pouvez parler à qui vous voulez, mais on considère que si vous voulez parler, je sais pas, enfin, voilà, il y a tout le monde qui... Dites-moi ce que vous faites et quelle est un peu votre idée, votre comment vous comptez faire pour quelle est la marche à suivre en fait. Alors, moi je vais chaudement dire au revoir aux délégués syndicaux, féliciter la nièce pour son élection. Ah, merci. Leur redire à quel point on est content. Enfin, vraiment le président en campagne, tu vois. Tu sais, sur la main, je mets la deuxième dessus, tu vois. Merci. D'ailleurs, la nièce, c'est celle qui vous a servi ce matin. Elle a super bien cuisiné. Elle aide. Elle aide. Elle prendra peut-être la place de Judith Ostasur, mais elle aide à la cuisine et tout son boulot, elle le passe en cuisine en fait. Très bien. Je dis que c'était délicieux. On s'est régalé. Et après, je vais dire à Fundrik de faire attention que si Ivanenko revient. Il faut essayer dans la mesure du possible de le faire arrêter discrètement et de nous prévenir. Bah écoutez, s'il revient, je le licencie et je le fais arrêter par les mercenaires, puis je vous envoie un courrier. Très bien, c'est parfait, extraordinaire. Dites à votre oncle et votre père que je suis désolé pour cet incident. Heureusement, comme la production ne s'est pas arrêtée, l'impact sur notre marge sera pas si important que ça, mais je présente mes plus plates excuses à Ladislav Mondrian. Seront transmises, ne vous inquiétez pas, je pense que là vous avez été victime d'une machination extérieure. Soyez vigilante et dites-nous si quelque chose sort de l'ordinaire. Je le serai. Très bien. Voilà, et du coup si rien d'autre n'est prévu. Est-ce que vous avez des fioles? Des fioles? Oui, des fioles vides, des fioles. Alors, écoutez, on a quelques bons... Ah non, t'en as récupéré déjà? J'en ai récupéré une. On a quelques bons crus qui sont dans des bouteilles en verre.
C'était pour récupérer une fiole pour mon ami alchimiste. Mais si... Ça fonctionnerait, toute bouteille en verre de 50 qui se ferme. 500 à 1000 millilitres. Non, mais tu peux refaire une potion de gravité là déjà. Oui, je peux refaire une potion de gravité et puis je peux essayer de faire une nouvelle potion avec. Si jamais j'arrive à identifier. Juste s'il fait sa potion de gravité, il a plus de fiole vide pour refaire d'autres potions. Vous voulez une bouteille d'alcool Oui, écoutez, moi j'en veux bien une. Oui. Au pire, on la boira sur le chemin et puis après je m'en servirai. Nous avons des liqueurs qui valent une dizaine de marques la bouteille. Elles sont dans des bouteilles en fer. Très bien, on prend ça. Donc, et du coup, je lui donne. Elle t'en donne deux, elle t'en ramène deux. C'est la cuisinière Judith Ostajour qui est une j'allais partir sur un archétype de cuisinière, mais non, donc, qui est une jeune femme entreprenante, blonde aux yeux dorés, qui parle, qui est très énergétique et qui parle avec un accent, pas un accent noble, mais un petit accent qui a l'habitude d'évoluer dans des milieux beaucoup plus civilisés qu'une concession. Et elle dit voici Sieur Mondrian, voici les bouteilles que vous avez demandées. J'espère qu'elles vous seront d'utilité là où vous allez. Je vous remercie. Vous venez d'où ? Je viens de Kniga, j'ai passé mon enfance là-bas et je suis arrivé dans cette concession il y a 4 ans. J'ai décidé... Vous y plaisez ? Ah oui, tout à fait, oui. La cuisine est ma passion et la vie en société ne mettait guère de plaisir dans ma vie. Très bien. Je suis très content de vous avoir parmi nous. Si je peux me permettre, je sais que vous n'avez pas cet Ivanenko dans votre cœur, mais si je peux ajouter quelque chose, comment dire, eh bien vous savez, la nourriture nous l'achetons toutes les semaines aux fermes alentours et sans chargement qui revient, les fonds commençaient à diminuer, mais Ivanenko m'a fait passer plusieurs commandes de nourriture, donc nous avions de très bons stocks de nourriture, de quoi contenter les ouvriers pendant ces dernières semaines et je n'ai pas grand chose à vous donner, mais si vous avez besoin un jour, j'ai de quoi prouver que Ivanenko m'a demandé de faire passer des commandes. Des commandes de nourriture qu'il a payées. Oui, et plus importantes, enfin de meilleure qualité que ce que les ouvriers mangent d'habitude. Là, depuis un mois et demi, les ouvriers ont. Je cuisine très bien d'habitude, mais j'avais des produits en quantité et en qualité que je n'ai pas d'habitude. D'ailleurs, si Monseigneur Mondrian pouvait faire en sorte que cela reste de la même façon, la nourriture bonne avait un très bon effet sur le moral des ouvriers. Très bien. J'en toucherai un mot à mon oncle. Et c'est vrai que vous avez très bien mangé hier soir et ce matin. Ok, très bien. Vous avez des preuves physiques de ça ? En effet, j'ai des documents qui n'incluent... Alors, Ivanenko a accepté de les signer très rapidement, mais ce n'est pas une signature officielle, mais il y a son nom sur les papiers, et cela montre... les dépenses engagées sont bien plus élevées que d'habitude, et ont été payées de la poche d'Ivanenko, donc je peux... Très bien. Je veux bien ces documents, s'il vous plaît. Je vous les apporte, et ça va prendre 5 minutes, mais elle va revenir avec ces documents. Super, je les mets dans ma sacoche. Ok. Et puis du coup, on va se diriger on va partir, je pense. On a le signal du départ. Et du coup, on escorte le chargement ? Pour l'instant, on repart avec le chargement, ouais. Donc en fait, est-ce que l'ouvrier conduit la DMP ou parce que il y a 4 places dans la DMP, donc est-ce que l'un de vous marche à côté ou est-ce que on est que 3. Il y a Docteur Marmotte. Docteur Marmotte, elle prend pas une place. Ah quand même, hein. Elle va se plaindre si elle finit sur les genoux de quelqu'un. Vous allez pas passer un voyage agréable. Elle la mettra dessus. Moi je peux marcher à côté, c'est pas grave. D'ailleurs, Docteur Marmotte, je lui dis, Docteur Marmotte, là nous allons rentrer vers Kniga. C'est très bien, on fait comme on a dit, vous me donnez une bourse pleine d'or et vous me mettez sur un bateau à Kniga et vous faites en sorte que... Pas du tout dit ça, vraiment pas. Ah bon ? Non. Vous êtes sûr J'en suis sûr. Une bourse à moitié pleine. On verra. J'ai promis de vous offrir de la nourriture personnellement et j'ai tenu ma promesse. Écoutez, on va bien s'arranger. Vous me mettez sur un bateau et vous m'envoyez dans un autre pays. Sur un bateau. Je peux pas vous mettre sur un bateau, Docteur Marmotte. J'ai juré sur le fleuve des morts de vous protéger. Vous venez avec moi. Ah non.
Vous êtes lié à une marmotte pour la vie. Bah écoutez, toi aussi tu dois la nourrir. Si vous allez à Kniga et que vous comptez pas me mettre sur un bateau, moi j'y vais pas. Bah vous faites ce que vous voulez. Bah très bien. Mais à ce moment-là, vous nous relâchez tous de nos serments. Je ne crois pas que cela soit possible. Le fleuve des morts, c'est... Si. Bah écoutez, je vous relâche de vos serments. Et puis elle se met à partir. Quoi ? Très bien. Mais non ! Non mais de toute façon vous allez par là aussi, Docteur Marmotte, non? Ah non, bah si, moi je vais aller autre part. Non mais, Docteur Marmotte, moi je vais faire un arrêt à Kniga, mais après je suis alchimiste. Je vais voyager pour trouver des ingrédients. Elle se retourne dans l'autre sens et fait, vous me mettrez sur un bateau et vous m'accompagnerez et on reste pas à Kniga. Non mais, alors je sais pas ce que c'est cette histoire de bateau, mais je peux vous promettre une épaule en tout cas. Non mais écoutez, moi je veux visiter d'autres continents, je veux visiter des endroits inconnus. Oui, non mais j'irai sur d'autres continents. Ah, va falloir prendre un bateau. Oui, bah on prendra un bateau. Très bien. Vous me jurez sur le fleuve des morts que vous me rendrez pas à Morrock et que je ne deviendrai pas un animal de laboratoire? Non, vous ne deviendrez pas un animal de laboratoire, je vous le jure sur le fleuve des morts, ça j'ai aucun doute. Bon, très bien. Mais je veux quand même une place entière dans la DMP. Puis elle y va et elle commence à escalader la DMP. Donc est-ce que l'un d'entre vous conduit ou est-ce que l'un d'entre vous marche? Ma question c'est est-ce que les chariots vont à vitesse de marche? Ouais. Ok, bah du coup, je dis à l'ouvrier qu'en fait il peut rester là et je vais conduire. Okay. Parce que de toute façon, si je rate, on ira toujours à la même vitesse que les chariots. Sauf en cas d'échec critique où tu te retrouves avec une machine. Oui, mais ça n'arrivera pas. Très bien. Donc je te laisse faire un jet de dés pour la DMP tout de suite, qu'on sache. Et du coup, direction Kniga, c'est ça? C'était combien déjà? 45%. Direction Kniga, ouais. J'ai fait 37. Très bien. Donc tu arrives même. T'es même obligé de. Des fois, tu vas trop vite et t'es obligé de les attendre un peu, les chariots. Tu vois. Donc direction Kniga, vous prenez la route. La route se passe sans problème, plusieurs jours de marche, campement, etc. Jusqu'à arriver à la concession numéro 7. Donc vous repassez par cet endroit où il y a le promontoire. Pas de traces des deux personnes qui étaient attachées. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Ok, ouais. Vu qu'on a fait le voyage sans marcher, est-ce qu'on gagne des points de vie? En effet, est-ce qu'on récupère des PV? En effet, vous regagnez un point de vie encore durant ces quelques jours. Donc vous voyez, avant d'arriver à la concession numéro 7 quand même, vous voyez ce promontoire rocheux encore, pas de traces des brigands. Est-ce que vous faites quoi que ce soit en passant là ou vous continuez? Est-ce qu'on va vérifier s'ils sont toujours attachés? Bah en vrai, moi je me dis que peut-être on peut essayer de fouiller un peu. Ouais, Maria, Fischer, est-ce que vous pensez que... je veux dire, ces brigands, ils avaient forcément un campement où ils restaient. Vous vous rappelez que quand vous les avez tués, ils avaient pas de nourriture et pas d'affaires sur eux. Oui. Bah oui, sûrement, oui. Et il y a des chances que ça soit ces gens-là qui étaient engagés par Ivanenko pour tuer le coursier, peut-être. C'est possible, oui. En tout cas, ils étaient sur la route. Du coup, je sors et je fais HALT avec un geste très moïsien. Les chariots s'arrêtent. Et du coup, je vous demande d'aller voir... D'aller fouiller un peu les alentours. Ouais, faites attention parce qu'ils sont plus là, ceux qui étaient attachés, donc... Il y a des traces au niveau de l'endroit où ils étaient attachés? Il y a des traces et il y a les cordes qui ont été coupées par un caillou et qui sont restées au sol. Les cadavres sont toujours là. Ils ont refait le coup du caillou. On leur a donné l'idée. Moi j'irais bien voir, je sais pas ce que t'en penses Fischer, j'irais bien voir du côté du promontoire. Oui, et on peut peut-être... Au pire, on peut peut-être examiner les alentours avec une longue vue sur le promontoire. Vous montez en haut du promontoire, faites une personne qui va faire un test de perception. Ça va sûrement être... J'ai pas de bonus avec la longue vue? Moi, j'envoie deux des mercenaires qui font l'escorte avec eux. Ok, très bien. Donc, je pense que ça va être toi, c'est Philippe, c'est Fischer qui va faire un test à 70%. Et je prends la longue vue et je me dis qu'au final elle sert pas à grand chose. Bah si, tu vois loin quand même. Hein. Tu vois des choses que tu ne pourrais pas voir sans. J'ai fait 64. 64. Vous trouvez en haut du promontoire rocheux, avec la longue vue, vous montez en haut du promontoire rocheux, vous trouvez les restes d'un campement
feu de camp froid qui n'a pas été utilisé depuis au moins 2 jours, des emplacements avec genre des tentes, enfin voilà, il n'y a plus les tentes, mais des emplacements qui indiquent qu'il y avait eu des tentes qui sont restées là pendant des semaines. Et il y a même une tente qui est affalée par terre en mauvais état qui est encore là, quelques affaires qui sont restées là, normal parce qu'ils sont repartis à 2, ils étaient 5 donc ils n'ont pas pu tout porter, et toi tu commences à sortir ta longue vue un peu voilà, fier, etc. Pendant que tu fais ça et tu ne vois rien à l'horizon, tu as l'impression de distinguer la concession 7 au loin. La longue vue est de très bonne qualité, mais tu ne vois rien de spécial, et pendant ce temps là Maria met des coups de pied dans le feu, et il y a un parchemin qui s'envole un petit peu du feu et qui est à moitié brûlé, je suppose que tu le prends. Oui. Tu peux me faire un test de lire et écrire si tu veux, ou le tendre à Fisher si tu ne veux pas te ridiculiser. Je regarde le parchemin, je le retourne, je le retourne, et je me tourne vers Fisher et je lui tends le parchemin. Fisher, tu peux me faire un test de lire et écrire, sauf si tu ne veux pas te ridiculiser, auquel cas tu peux dire on va laisser Arminius le lire. Tu parles, ouais. Non mais oh. T'as quoi, t'as 50%? Suffit. J'ai un coin toss. Je vais le gagner le coin toss. Bah voilà, j'ai fait 8. C'est un courrier rédigé par Léandre Fundricht et Ziglov Gosban, cacheté du symbole officiel de la concession numéro 8 à destination de Ladislav Mondrian, demandant tout ce dont vous avez entendu parler. Donc c'est le courrier officiel qui en effet était là. Pas d'autres traces à trouver, rien d'autre, et vous pouvez reprendre la route. Ok, très bien. Vous arrivez... Je récupère le courrier et je le mets avec les preuves que m'a donné la cuisinière. Vous arrivez à la concession numéro 7 au même moment que la troupe de soldats. Vous vous retrouvez, face à face avec Altir von Blum qui sort au même moment, qui regarde à gauche, qui regarde à droite, qui fait oh, bah dis donc, donc je vais devoir prévoir plus de couverts. Tant de gens pour jouer aux échecs. C'est ça. Et donc c'est une troupe d'une vingtaine de soldats. Ok, je m'avance du coup. Ok. Est-ce qu'il y a un homme qui se détache par son uniforme? Il y a une femme qui met pied à terre, qui est à cheval, tous les autres sont à pied. Une femme qui met pied à terre, qui est très bien habillée de l'uniforme officiel de la garde royale, qui s'avance vers vous. Qui fait nous sommes envoyés par le prince et nous allons en direction de la concession numéro 8 pour remettre de l'ordre dans tout ça. Veuillez libérer la voie s'il vous plaît. Du coup je dis enchanté, je suis Arminius Mondrian de la famille Mondrian qui possède la concession 8. Donc là, je vous annonce que l'ordre a été remis. Elle change complètement, tu vois, elle blémit un petit peu, elle fait oh monseigneur Mondrian, enchanté de vous rencontrer. Comment ça l'ordre a été remis? Vous est-ce que ce sont des cargaisons que je vois? Ah, c'est une très bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle. Que s'est-il donc passé? Une grève, figurez-vous. Une grève? Une grève qui a été Mais c'est horrible. Qui a été oh non, pas tant que ça. Je pense qu'il s'agissait d'un fauteur de troubles qui a essayé de manipuler les ouvriers. Il y a Alter von Blum qui fait oh, fauteur de troubles, mais... Oui, d'ailleurs, Altaïr, est-ce que vous avez vu quelqu'un passer? Monseigneur Mondrian, mais c'est horrible, comment ça quelqu'un passé? Ces derniers temps, là. Le fauteur de troupe s'est échappé, il est reparti, j'imagine qu'il est reparti vers Kniga. Est-ce que vous avez vu quelqu'un passer par la concession? Un de vous ou l'un de vos hommes? Écoutez, je ne crois pas, mais je vais demander à mes gardes, savoir s'ils ont vu quelqu'un. Du coup, j'explique tout à la capitaine, en fait. J'explique tout, toute l'affaire. Très bien. Ce qui s'est passé et tout. Ouais, on va aller vite parce qu'en fait j'allais te demander, elle va quand même réagir, te dire mais est-ce que les pertes sont importantes, est-ce qu'il y a beaucoup de production en retard, et du coup tu vas pouvoir lui répondre en fait que pas tant que ça, voilà. Pas du tout. Et donc quand 2-3 chargements plus chargés, on va réussir à. Et donc au final vous allez très vite décider que comme ils doivent retourner à Kniga, ils vont vous escorter jusqu'au bout. Et ça tombait bien parce que Von Blum va dire au fait moi aussi j'ai une petite cargaison à envoyer, autant que vous... les routes sont sûres mais pas tant que ça, elle va partir avec vous. Faisons une caravane, bien donc, sûr. Voilà. Donc vous allez pouvoir, si vous ne faites rien d'autre à la concession 7, vous allez pouvoir reprendre la route de Kniga. Ouais.
Moi, j'essaye régulièrement de faire de l'identification de substances quand même. Très bien, refais-moi un test en effet. Je suis alchimiste. Tu as fait combien ? J'ai fait 19. Magnifique. Donc qu'est-ce que tu souhaiterais faire avec ce champignon qui n'a jamais été découvert à Kniga et qui fait des petites fumées noires ? Eh ben écoute, j'aimerais bien justement amplifier cette fumée et qu'elle prenne tout l'espace disponible. Ça fasse un nuage de fumée c'est ça, noire. Un gros nu... Non, pas tout le monde si tu l'as fait dehors. Ah, non, le voilà. Il n'y a plus de vie sur Terre parce que moi j'ai déconné. Sur un rayon raisonnable. Parce que c'est le même système, plus tu secoues, plus ça fait du rayon. J'imagine, oui. Ouais, c'est le système des potions alchimiques en général. Ouais. Bah écoute, du coup, on va considérer que cette histoire se déroule quelques années avant l'actual play Game of Thrones. Il y a une potion qui existe comme ça actuellement, mais on va considérer que tu es le créateur de cette potion. Le composant, ça s'appelle du Gothica, donc on peut considérer que c'est un champignon. Je suis même pas sûr, j'ai pas vérifié le livre. D'ailleurs, il avait cette tête-là, il avait une tête de Gothica, le champignon, très clairement. T'allais le dire. Tu peux donner un nom à cette potion, elle n'a pas de nom officiel dans l'univers de Game of Thrones. Tout ce que je peux te dire, c'est le nom qui est à définir par l'alchimiste. C'est effet nuage d'un noir absolu, on en ressort tout noir, composant Gothica, et tu peux fabriquer cette potion, tu réussis à la fabriquer sur 70%. C'est-à-dire que quand tu as une fiole vide, si tu fais 70 ou moins, tu arrives à faire une fiole de Gothica, on va dire, mais tu peux l'appeler comme tu as envie de l'appeler. Je propose. Ça va être une. Bah, vas-y. Fisher Black, the new fragrance. By Fisher. C'est pas mal. J'avais obscutante parce que c'était une obscurité potente, mais oui. Oh, obscutante. Alors. Voilà. A priori, donc obscutante pour moi c'est la nouvelle tente de Décathlon qui te protège du soleil. Mais... Je suis sur le wiki officiel de Game of Thrones et la Gothica c'est une plante, mais c'est une mousse d'un noir absolu normalement. On va considérer que nous sommes dans un univers partiellement alternatif et que là c'est un champignon, mais c'est un champignon moussu, tu vois un peu. Ouais, c'est mi-fongique, mi-mousseux. Exactement. Très bien, donc tu inventes ta potion et tu peux hurler sur tous les toits que tu es alchimiste en effet. Je suis alchimiste. Qu'est-ce qui vous arrive, Fisher? Non mais ça me. Aujourd'hui il se passe que des trucs bien. En effet, tu vas pouvoir passer devant un jury, présenter un oral pour expliquer toute la démarche qui t'a amené à créer cette potion, l'aventure que ça a été, tu vois, parce que c'est avant tout une aventure humaine, ces choses-là. Et tu vas pouvoir, voilà. Et Docteur Marmotte va pouvoir t'expliquer, t'aider dans ce processus, et tu vas pouvoir devenir alchimiste. Et tu vas finir les cours, tu vas plus passer à l'université, tu vas pouvoir vivre ta vie d'aventurier et accompagner Docteur Marmotte dans de nouvelles aventures. Ne faire que voler de l'argent aux riches maintenant. C'est ça, voilà. Ça va être formidable. Après, tu peux, si tu le souhaites, te postuler et devenir enseignant à l'académie de... Enseignant alchimiste, oui, j'imagine bien. C'est un peu tôt, ça. Je pense qu'il a envie de voyager. Peut-être dans quelques années. Je vais... de toute façon, Docteur Marmotte ne voudra pas. Ouais. Du coup, est-ce qu'on est rentré? Vous pouvez me dire, nous sommes à Kniga, vous pouvez me dire, dites-moi ce que vous voulez. Très bien, nous sommes à Kniga, du coup. Vous êtes à Kniga. Alors, du coup, si nous sommes à Kniga, je regarde Docteur Marmotte et je lui fais Marmotte de compagnie. Et normalement, elle fait... Voilà. Et juste avant de dire ça, elle dit il y a intérêt à ce qu'on monte sur un bateau rapidement. Et du coup, on va aller voir tout de suite mon oncle. Ladislav, ouais. Vous vous retrouvez dans le bureau très bien décoré de Ladislav qui vous dit ah, mon neveu, j'ai entendu dire que près de 2 chargements, un chargement et demi était arrivé ce matin même accompagné de 20 soldats royaux et de toi-même et de tes compagnons. C'est une très bonne nouvelle. Quel est le fin mot de cette histoire? Le fin mot de cette histoire, mon oncle, c'est que je crois que nous avons été victimes d'une tentative hostile pour reprendre la concession de la part d'une des familles rivales. Je n'ai malheureusement pas réussi à déterminer laquelle. Tu vois qu'il perd vraiment tout son... qu'il a l'air très désagréablement surpris d'apprendre ça, tu vois. Vraiment, il devient vraiment concentré. Enfin, voilà, c'est la guerre quasiment, tu vois. Il dit quelles informations avez-vous pu obtenir? On a touché la famille. Ouais, c'est ça. A touché l'argent.
Un homme appelé Ivanenko est arrivé dans la concession il y a 3 mois. Il s'est fait passer pour un ouvrier qui cherchait du travail. Il a réussi à se faire élire délégué syndical et à lancer un mouvement de grève. Mais tout en maintenant la production. Et il avait visiblement des fonds quasiment illimités, puisqu'il avait, j'ai la preuve qu'il avait loué une DMP, c'est ça ? Qu'il avait loué une DMP et qu'il s'occupait lui-même de payer la nourriture des ouvriers pour les maintenir à un niveau de contentement suffisant et de. Vous avez toutes ces preuves, Ouais, je lui donne les preuves que j'ai récupérées. Également, voilà le courrier qui avait été envoyé en fait par la concession pour demander une négociation et qui a été que nous avons retrouvé dans un feu de brigands que nous avons d'ailleurs tué pour la plupart grâce à Fischer et Maria qui font parfaitement leur rôle. Mais félicitations. Et qui ont donc intercepté ce courrier. C'est malheureux. Et qu'en est-il des revendications ? Donc il vient de lire le courrier que tu as donné. Qu'en est-il de la négociation ? Avez-vous pu... Eh bien, ils avaient négocié une pièce. Ils voulaient une pièce de cuivre par mois et par personne en plus, et une cuillère en plus à chaque repas. J'ai réussi à faire baisser le prix à 2 cuillères à chaque repas. Néanmoins, et à réduire les gens qui reçoivent une pièce de cuivre en plus seulement à ceux qui sont là depuis 5 ans. Néanmoins, je pense que si nous voulons garder un rendement équivalent, je pense que nous pouvons leur demander de travailler un petit peu plus en augmentant progressivement le temps de travail, puisqu'ils sont désormais plus nourris, qu'ils seront plus aptes à accepter ce genre de choses. Et nous avons restauré la popularité de la famille, puisque les ouvriers sont désormais très fidèles et ils sont très heureux de travailler pour nous. Ah, c'est une très bonne nouvelle. Écoutez, attendons de voir les résultats financiers de l'année suivante, et dans 2-3 ans, si besoin, nous pouvons toujours virer les anciens et recruter de la main-d'œuvre fraîche. C'est toujours tout à fait. Une possibilité. Si je peux me permettre une suggestion, mon oncle, les mercenaires qui s'occupent de garder la mine ont été maltraités par les ouvriers, les relations sont tendues, il serait peut-être bon de les échanger avec une autre concession. Avez-vous proposé cette solution à Léandre Non, puisque la plupart des mercenaires une partie des mercenaires sont venus avec nous de toute façon avec Mika pour le... Très bien. Je m'occuperai de recruter 4 autres mercenaires, nous débarrasserons, nous arrêterons d'employer ces 4-là, et je demanderai à Fundrik de faire la même chose pour les autres mercenaires. C'est une très bonne idée, neveu. Vous avez très bien rempli cette mission. Écoutez, je vois sur le contrat de cette DMP qu'elle a été louée non pas sous un nom d'emprunt, mais sous en tout cas, Ivanenko ou Alaniar Vasenov, l'un de ces 2 noms devrait nous apporter quelque chose. J'essaierai de mettre 1 ou 2 espions sur le coup, et j'essaierai d'obtenir des informations pour savoir quelle est donc cette famille qui nous veut du mal. Le dénommé Ivanenko s'est échappé. Je suis en train de vous en C'est malheureux, nous essaierons de le retrouver. Une dernière chose, dernier truc que vous voulez faire là dans le bureau. Sinon, ce que je vous propose, si vous n'avez plus rien à faire là, c'est peut-être vous pouvez parler un petit peu de l'avenir de votre personnage, que vous pensez qu'il va faire dans les semaines ou mois à venir, ce qu'il va devenir, comment il va évoluer. Juste 1 ou 2 minutes chacun si vous voulez, et après ça on peut débriefer 5 minutes si vous avez des questions sur le scénario, sur des trucs que vous n'avez pas compris ou autre. On peut parler un peu. Est-ce qu'il y a une dernière chose que vous vouliez dire avec Ladislav, ou on s'arrête là? Moi je vais juste mon oncle, je tiens à vous dire que les gens que nous avons engagés pour cette mission, Fischer et Maria, ont été extrêmement efficaces et ils m'ont sauvé la vie à plusieurs reprises. Très bien. Il serait judicieux de penser à les réengager si jamais ils le souhaitent. Eh bien, écoutez, je pense qu'avec cette réalisation récente de votre part, vous allez pouvoir évoluer dans l'organisation familiale si vous le souhaitez. Et, c'est Fischer et Maria ici présents pourront devenir vos acolytes si cela les intéresse. Nous pouvons tout à fait ouvrir des positions. Les marchés sont florissants actuellement. Voilà, c'est tout. Qui veut commencer par... on va faire un petit tour de table chacun. Ce que vous avez peut-être... D'abord peut-être chacun un petit tour de table sur votre personnage et comment vous pensez qu'il va évoluer. Et ensuite peut-être deuxième tour de table sur ce que vous avez pensé de ces 4 épisodes, de cette partie, et si vous avez des questions, des choses que vous voudriez discuter avant qu'on coupe cette actuelle play, puisqu'on arrive à la fin. Quelqu'un veut commencer ?
Ouais, je peux commencer. Du coup, il a un peu plus, Arminius, du coup, il a un petit peu plus pris confiance en lui, puisqu'il a enfin réussi à faire quelque chose de vraiment utile pour la famille. Il a vraiment l'impression de s'en être bien sorti. Et il s'est un petit peu endurci pendant ce voyage, même si c'est toujours un peu une chochotte, mais mais plein de préjugés. Mais il a quand même commencé un peu à apprendre, et je pense que si je devais continuer à jouer, il continuera en fait sur ce chemin-là de casser un peu ses préjugés et voilà. Et en fait, il va essayer du coup de travailler un peu plus pour sa famille, parce qu'il a adoré le sentiment de. En fait, son oncle va un peu prendre la place de figure paternelle plus que son père, et il va essayer vraiment de le contenter. Il va quand même avoir 2 trucs qui vont lui trotter en tête beaucoup. Ça va être Ivanenko, parce qu'il va vraiment essayer il a vraiment envie de le foutre en tôle, quoi. Ouais. Et cette histoire de statue de singe avec cette personne extrêmement étrange qu'on a rencontrée sur la route, là, Shazam. Il va peut-être même essayer de faire des recherches sur ce mage, un peu se renseigner pour voir d'où ça venait. Et en fait, il va prendre goût il va rester 2 semaines à la maison, et en fait, il va savoir qu'il s'ennuie un peu maintenant, et il va prendre goût à ça, et il va essayer dans sa famille de guetter entre guillemets les missions qui pourraient l'envoyer soit au sud pour essayer d'avoir une occasion de trouver ce temple, soit ailleurs pour voyager à nouveau. Ok, très bien. Donc il s'oriente petit à petit vers une carrière plus d'aventurier, d'explorateur, mais en fait, il se voit bien en rendant service à sa famille, quoi. Enfin... Ouais, en fait, il se voit bien, ambassadeur commercial. Ambassadeur, ouais, j'allais dire. Ok, très bien. Super. Qui veut passer en deuxième? On se regarde, on sait pas. Vous voulez faire un chiffre? Vas-y, Maria. Pour le coup, la suite, ça va être en fonction de ce qui va se passer par rapport à cet homme que j'ai rencontré, qui venait de mon village natal. J'imagine que je vais rapidement entendre parler de ma chère famille, et qu'il va falloir peut-être que je me dépatouille de cette histoire, en essayant de tuer personne, peut-être, cette fois-ci. Puisque ça reste quand même mes parents. Et puis je pense quand même que Maria va continuer peut-être à travailler de plus en plus avec des personnes de la ville, et essayer de s'intégrer un peu plus. Elle a vu qu'elle avait des difficultés, clairement, surtout en termes de communication, et elle essaye du coup elle va essayer de travailler là-dessus, et de continuer à travailler avec des gens pour continuer, puisque l'aventure à plusieurs, en fait, c'était marrant. Très bien. Super. On verra peut-être ça plus tard, on ne sait pas. Et donc, c'est Philippe, toi, qu'est-ce qui devient Fischer? Moi, je pense que Fischer va déjà aller à l'académie d'alchimie pour montrer sa découverte. Passer son grand oral. Voilà, passer son grand oral. Et ensuite, il va faire plaisir à Dr Marmotte. Il va monter sur un bateau et il va aller essayer d'explorer l'autre continent un peu en tant qu'alchimiste, en tant qu'aventurier, pour essayer de découvrir de nouvelles choses. Très bien. Et il va être connu comme l'aventurier à la marmotte. Donc tu te dirigeras peut-être vers Aria, qui il semblerait-il être l'un des royaumes les plus florissants et les plus beaux du monde, même si c'est à Kniga, on dit tous que c'est un royaume de barbares et que c'est beaucoup moins bien que Kniga, mais toi ça t'intéresse peut-être? Tu te dis qu'il y a peut-être des ça m'intéresse, et puis je pense que Dr Marmotte sera contente de voir tout ça. Et puis elle est surtout très contente de s'éloigner de Kniga, où elle a eu des mauvaises expériences, on va dire. Super, très bien. Mais ouais, Maria. Du coup, Fischer, ton personnage va pas voir Shazam à Kniga pour lui montrer la mousse? Il l'avait oublié, je pense. J'avais complètement zappé. Bah oui, il avait demandé. Mais bien sûr que si. Juste après son grand oral, il va d'abord faire ça. En fait, tu vas pas du tout le trouver, mais au moment tu vas finir par te faire une raison après avoir cherché des jours, et au moment d'embarquer sur le bateau, tu vas le croiser, il va te dire vous avez ma mousse, tu vois, genre comme s'il s'attendait à te trouver là. Et vous êtes en avance. Ouais, c'est ça. Ouais. Je vous attendais pas avant 12 secondes. Et tu vas lui donner sa mousse, je suppose. Ouais. Oui, bah oui. Voilà. Très bien. Et est-ce que tu lui demandes Mais t'as le droit à une question avant qu'il parte? Y a pas de récompense.
Déjà ? Ah oui, en effet, donc il te donne une amulette et il te dit dans cette amulette se trouve un sortilège d'un puissant mage d'Aria que vous pourrez déclencher à loisir en vous concentrant. Voilà. Et du coup, ça fait quoi ? Je sais pas. Je sais pas, c'est pas encore écrit. Non, vous verrez quand vous le ferez. Je sais juste qu'il y a un mage d'Aria qui a enfermé un sortilège à lui là-dedans, mais je sais pas du tout ce que c'est. Je peux le faire plusieurs fois. Non, ça marche qu'une fois. Ça marche qu'une fois et on sait pas ce que c'est. Donc en fait, tu connais la magie d'Aria, c'est un jeu de 52 cartes. Alors, oui, je sais Logan, bien. toi tu connais pas, mais donc en fait c'est un jeu de 52 cartes. Chaque couleur fait quelque chose. Par exemple, le cœur, ça permet d'influencer les gens. Le pic, ça permet de communiquer avec la mort. Le trèfle, c'est les 4 éléments. Tu peux faire de l'eau, du feu, etc. Et le carreau, c'est manipuler la matière, faire de la télékinésie. Donc en fait, le jour où ton personnage voudra l'utiliser, je te tendrai un paquet de 52 cartes. Tu tireras une carte au hasard et ce sera le sortilège contenu dedans, tu vois. Voilà. D'accord, très bien. Voilà. Et du coup, pour ma question, ça va être très simple. Ça va être qu'est-ce que vous comptez faire avec cette mousse ? C'est très simple. C'est pour un projet de poule. Et puis il part sur là-dessus. Voilà. Génial ce personnage. voilà. Projet de poule. Poule, ouais, des poulettes quoi, des poules. La poulette. Des cotes. Donc je pense qu'on va arrêter le RP là et on peut encore passer 5-10 minutes à parler de cette actual play. C'est la première fois qu'on fait un actual play tous les 4, c'est notre première expérience. Moi c'est une des premières fois que je rédige un scénar. J'ai rédigé vraiment ce scénario là un peu de A à Z pour essayer d'avoir une vraie trame. D'habitude j'improvise un peu plus, on va dire. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Quels sont vos retours d'expérience par rapport à cette première partie et est-ce que vous avez des questions par rapport au scénar ou autre ? Enfin, voilà. Question par rapport au scénar. Il peut ne pas y avoir de questions. Il y a des choses, mais il y a des choses, mais c'est pas des choses que tu vas vouloir nous dire. Je pense que toute cette histoire de temple et de singe, c'est des choses qu'on garde pour plus tard. Si vous voulez rejouer ces personnages, c'est sûr que je vais, en termes d'intrigue, je vais peut-être pas forcément dévoiler grand-chose. C'est vrai qu'on peut pas trop parler du scénar si vous comptez rejouer ces personnages. J'avais pas pensé à ça. Combien on aurait récolté si jamais Maria avait fait son jet d'intuition au tout début quand les brigands nous montaient ? Bah écoute, c'est pas prévu, c'est pas quelque chose que j'ai écrit, mais il faudra que j'y pense. Mais je pense qu'il y aura une jolie somme, au moins l'équivalent de 4 ou 5 grivnas, tu vois, donc une très belle somme d'argent. Ça aurait été, tu vois, un très gros coffre difficile à transporter, rempli de bijoux, de bracelets en or, de pièces. Ça aurait pas été. On serait arrivé avec 40 bracelets sur chaque bras. Il y avait un joli pactole, tu vois. Du bling. Ouais, voilà. C'est ça. Ok. Dommage. Ouais. Ok. Non, moi j'ai trouvé ça vraiment très cool. Ouais, je trouve, alors après c'est pour qu'on s'envoie des fleurs tous, mais je trouve que le format a été respecté dans le sens où quand même on a réussi à faire 4 séances quasiment pile de la même longueur. d'1h30, ouais. Et ça c'est pas gagné de base. Ouais. Hein. Là on va déborder un peu, mais c'est pas grave, c'est la dernière. Mais c'est vrai que c'était un scénar où c'était quand même assez compact, il y avait pas mal de choses à faire. Je crois que j'ai fait toutes les quêtes secondaires que j'avais prévues. Bah on a vraiment été dedans. Il y en a une que j'ai pas faite, mais que j'ai simplement je voulais pas proposer parce que j'avais peur de manquer de temps. Donc voilà, j'ai bien fait vu qu'on a fait pile poil 4 fois 1h30. Mais donc si ce scénar sort un jour en PDF quelque part, il y aura au moins une quête secondaire supplémentaire. Mais ouais, en effet, on a bien respecté ça. Je suis d'accord avec toi, c'est fini. Ouais. Et du coup, c'était vraiment un hostile takeover d'une autre famille qui essayait de. Tout à fait. De saboter la. Tout à fait. Ouais. Est-ce que, alors, on peut décider tout de suite, si vous voulez, je peux vous donner la réponse, parce que peut-être en plus les viewers veulent savoir, mais est-ce que vos personnages chercheront à enquêter là-dessus, ou est-ce qu'on considère que si on les rejoue, ils joueront complètement autre chose, et du coup, on considère que cette histoire-là se fera sans vous, et que les Mondrians trouveront peut-être la réponse, mais sans vous, quoi. Moi je pense que ça va plutôt être le chef de famille qui va s'occuper de ça parce que c'est un truc avec un peu plus d'ampleur du coup que juste une aventure pour nous. Ça va à tout le monde du coup, tout le monde veut la réponse. Oui. Ouais. D'autant que je trouve que ça peut être cool de se retrouver avec jouer ces persos où moi de ma famille elle est en état de guerre ouverte contre une autre. Et du coup c'était les Von Bloom
Et donc Altyr, le frère cadet n'est pas l'instigateur, c'est sa grande sœur Graziella qui a tout manigancé, mais lui est en contact avec Ivanenko, donc en effet il l'a vu passer, il l'a hébergé chez lui, et c'est lui qui a fait passer un message aux mercenaires qui vous ont tendu une embuscade, et c'est pour ça qu'ils ne voulaient pas que vous alliez à la concession et qu'ils vous ont dit faites demi-tour, parce que Altyr voulait jouer aux échecs avec vous, bien sûr, c'est pour ça. Donc voilà, c'est les Von Bloom qui voulaient, comme ils ont la concession, ils ont les deux concessions autour de vous, je l'ai dit au premier épisode, ils ont la concession 7, mais ils ont aussi la concession, je crois, numéro 11, qui est à droite. 11, ouais. Et donc en fait, ils voulaient consolider leur puissance à cet endroit-là et pouvoir exploiter toutes les collines creuses et vraiment posséder toute cette région-là de Kniga, ou en tout cas posséder les droits d'exploitation. Et voilà, c'est les Von Bloom qui étaient derrière tout ça. Ah là, terrible, terrible. Du coup, mon oncle va trouver ces informations. Sûrement. Il aura du mal à... mais peut-être qu'il se vengera d'une façon ou d'une autre. Très bien. Et dans une soirée mondaine, il va y avoir une discussion pleine de sous-entendus avec Graziella, entre Graziella et mon oncle. C'est possible. Excellent. Pour le coup, j'étais ultra convaincue de mon truc d'alchimiste. C'est une super idée. J'avais eu l'idée et t'as rajouté quand Arminius a posé la question comment est-ce qu'on pourrait faire pour faire en sorte que la mine ne fonctionne plus, etc. Ouais. Et que tu balances comme ça en mode faudrait être alchimiste pour faire ça. Et t'es en mode vas-y, c'est sûr, c'est ça. Mais donc du coup, t'es presque déçu. J'étais ultra... Ouais, presque déçu. Bah écoute, je pense que... non, pas déçu, mais ouais. Je pense que ça sera un truc à embranchement. Je pense qu'à la fin, je proposerai un paragraphe dans le PDF, si je le fais, tu vois, un paragraphe du... Et si ce n'était pas les Von Bloom, mais en expliquant toute cette théorie, tu vois, de Ivanenko, qui est un alchimiste, peut-être qui est peut-être même un concurrent d'un alchimiste, s'il y a un PJ alchimiste, tu vois, que ce soit un concurrent du PJ alchimiste, et que du coup, ils se reconnaissent, ou un truc comme ça, et que Ivanenko soit là pour, en effet, exploiter la mousse, etc. J'avais une vraie question. Ouais. Pourquoi t'avais besoin d'un alchimiste ? Juste parce que c'est drôle. D'accord. Juste parce que. Pour l'audience. Juste parce que. Non mais ouais, parce qu'en fait Game of Thrones, les gros trucs bien, tu vois, c'est la magie d'Arya. Mais là, on est en distanciel. C'était chiant avec les cartes. C'était un concept un peu compliqué à expliquer. Enfin, j'avais pas envie de m'embêter avec ça. Et du coup, je me suis dit autant faire ça à Kniga et autant avoir un alchimiste. Ça peut être très intéressant, ça peut être très marrant. Et en même temps, cet alchimiste, il a une accroche toute faite où il doit aller là-bas parce qu'il y a un nouveau composant. Tu vois, ça fait une motivation. Du coup, je suis désolé d'avoir juste fait léviter des cailloux. Non, c'est pas grave. En vrai, c'est comme ça. Et c'était cool parce que t'as essayé des trucs et voilà. Mais ouais, il y avait pas de. Je vous avais dit, il faut au moins un noble, c'était pour la connexion avec Mondrian, et il faut au moins un alchimiste, c'était pour un peu tout ce côté fun, on va dire. Et il fallait au moins quelqu'un qui vienne plutôt de la basse société, donc ça c'était le personnage de Logan, c'était Maria. Et ça c'était plus pour avoir quelqu'un qui sympathise un peu avec les grévistes et que la négociation elle se passe plutôt en douceur. Ok, très bien. Voilà, mais comme je suis un homme qui n'est pas tellement de droite, finalement, j'ai pas pu résister. Voilà, c'est ça. J'ai cédé. Mais j'ai trouvé ceci dit que c'était un truc qui était réussi, l'équilibre entre nos personnages et la complémentarité entre nos personnages. Ouais, c'est plutôt une synergie qui a bien fonctionné, je trouve, une bonne alchimie. Bah même on le voit quand on a créé les persos, quand on a fait notre création de personnages avant l'épisode 1, quand on voit toutes les stats côte à côte, en fait, chaque ligne quasiment a une bonne stat, une mauvaise stat. Vous avez des trucs très bien répartis, donc tous vous pouvez faire des choses à différents moments. Même si toi, Logan, je sais pas ce que t'en as pensé, mais peut-être t'as eu plus de mal enfin, en termes d'interaction sociale, c'était plus compliqué parce que ton perso il est renfermé, c'était super classe toutes les scènes de combat et c'était trop cool à jouer, je trouve. Mais du coup, forcément, t'avais peut-être plus de difficultés à avancer dans les discussions. Mais je pense que dans l'ensemble, il y avait une bonne. Il manquerait peut-être justement un petit côté. Ouais. Il manquerait peut-être un petit côté, une petite particularité sociale que je pourrais exploiter à ce niveau-là, pour pas me sentir trop inutile dans les conversations, mais non, sinon c'était rigolo. Ouais. Après, ça peut être aussi justement dans un autre pays, parce que là, il y a à chaque fois qu'en fait que je me présente comme je suis noble, il y a cette espèce de respect du noble, et du coup, c'est peut-être dans un autre pays où au contraire il serait anti-noble, tu vois, où il y aurait pas du tout ça, tu serais beaucoup plus facile pour toi de prendre les devants dans ces conversations-là. Ouais. Et ce serait d'ailleurs marrant de voir Maria prendre les devants et être pas du tout à l'aise avec ça, parce que moi qui est très frustré et voilà, et limite en fait faudrait qu'on réussisse à échanger pour que je dise ce que toi tu veux dire et tout, enfin ça pourrait être rigolo. Ouais. Et moi je fais quoi du coup? Je prends une épée. Je la prends par quel bout?
Ouais. En tout cas, super cool d'avoir proposé notamment les petites quêtes intermédiaires, rajouter énormément de choses. Ouais, bah vraiment, c'est un peu l'essence même de Game of Thrones, quoi. Tu vois, les quêtes annexes, c'est aussi, le. Ouais, c'est fini. La marmotte. La marmotte. La marmotte, c'est parfait. Parce qu'il faut savoir que en fait, nous les joueurs, on n'a pas eu le droit de regarder en effet. Game of Thrones, puisque on joue la campagne en offline avec Eleton en maître de jeu, donc on n'a pas le droit de regarder l'actual play. En fait, on connaît l'univers, mais on connaît pas ce qui se passe. Logan, toi, je sais pas si tu connaissais ou pas, ou si c'est une découverte, mais je te conseille d'aller voir l'actual play. Pas du tout. C'est vraiment cool. Je connaissais pas du tout. Et depuis, je suis tombée sur le bouquin en librairie, donc du coup, j'ai feuilleté et tout pour voir si tu l'avais un peu dedans. Tu l'as trouvé où, du coup? Dans un Leclerc Culture. Ok, génial. T'as trouvé le livre de règles, le jeu de rôle? Ouais, il y avait alors il y en avait deux, il y avait les deux épais, ouais, les deux, il y avait les deux là. Très bien. Ouais, bah donc ça c'est alors je sais pas s'ils avaient cette couverture là ou pas, ça c'est les versions collector, mais en effet c'est dispo dans la plupart des Leclerc, Fnac, etc. depuis quelques semaines, ça vient d'arriver. Et en effet, pour les viewers, pour qu'ils comprennent, Azaran et Sephilim ont interdiction avec le reste des joueurs et joueuses à ma table d'écouter les saisons de Game of Thrones, parce que je leur fais tout jouer. Donc là ils viennent d'arriver dans Arya, et ils en sont avec les histoires avec gourmandise, etc. pour ceux qui connaissent. Nous cherchons du sperme de baleine. Ils cherchent du sperme de baleine pour gourmandise. Et je suis du coup très déçue de ne pas jouer cette aventure. Ceci dit, maintenant que t'as un perso, tu pourrais faire une apparition guest si un jour t'as envie de venir jouer avec nous. Tout à fait. Pourquoi pas. Ouais. Et du coup, en effet, c'est vraiment une caractéristique de Game of Thrones, toutes ces quêtes secondaires, et les joueurs finissent par être perdus. Tu vois, ils ont une liste de 20 quêtes secondaires et ils finissent par favoriser une quête pour gourmandise qui sert pas à grand chose par rapport à un truc important. Ou tu vois, donc c'est vraiment un truc cool qui est peut-être un peu difficile à exploiter sur une partie de 4 scénars comme ça, parce que du coup, tu peux pas les charger de quêtes secondaires jusqu'à ce qu'ils savent plus donner de la tête. Mais j'ai essayé quand même de donner un petit peu ce sentiment-là. Et l'idée de ce scénar, c'est vraiment pour les joueurs qui voudraient, de pouvoir, quand ils arrivent à Kniga dans leur campagne officielle, en fait faire un détour de 4 ou 5 parties où ils ont cette mission-là, où ils rencontrent Ladislav Mondrian, qui est un personnage dans l'actual play, qui leur donne cette quête-là, et où en fait ils doivent aller à la concession 8 et ils se retrouvent avec toutes ces quêtes-là. Et donc ça ferait un petit détour dans la campagne principale, mais ça va complètement dedans en fait, et même certaines choses comme Shazam ou la statue de singe, etc., ça peut être des choses qui se reconnectent aussi avec la campagne. Donc voilà. Trop bien. Je vois que le temps passe. Bien, formidable. Un dernier mot, un mot de la fin, quelqu'un, ou tout le monde Cacahuète. Marmotte. Très bien. Cacahuète, marmotte. Là, on va quand même remercier Fibrotique d'avoir créé l'univers et d'avoir créé ce super système de jeu qui laisse vraiment énormément de latitude, je trouve, aux joueurs et au roleplay pour s'exprimer. Ouais, c'est vrai. Merci Fibrotique si tu nous écoutes. On va s'arrêter là. Du coup, merci à tous de nous avoir suivis. Vraiment, on est preneur de commentaires et de conseils constructifs, que ce soit sur notre façon de jouer, sur la façon de monter cet actual play aussi, moi, parce que c'est mon premier montage, c'est moi qui vais m'occuper de la musique, tout ça. Donc mettez des commentaires, contactez-nous sur Twitter ou sur YouTube, dites-nous si ça vous a plu, ce qui ne vous a pas plu, on est preneur. Et merci à vous de nous avoir suivis, j'espère que ça vous a plu, et on se retrouve peut-être, qui sait, dans quelques mois, quelques années, autour d'une autre table, virtuelle ou non, pour un autre actual play. Sûrement pas, si c'est dans plusieurs années, sûrement pas virtuel, mais... Ouais, c'est vrai. Mais du coup, on va sûrement refaire un, parce que moi je me suis vraiment énormément amusé, et ça me plairait beaucoup de le refaire, quels que soient les résultats d'audience et de vues. Ouais. De toute façon, on n'est pas, on fait pas ça pour l'audience, on faisait ça vraiment pour s'amuser, et moi parce que j'avais envie de faire un scénar. C'est Phil, il m'est déçu. Mais on sait pas. On vise pas le million de viewers, ok. Non, très bien. Le million, c'est pas possible. Je te le dis tout de suite. C'est seul Critical Role fait ça, mais on peut peut-être avoir quelques centaines de viewers, et ce serait déjà génial. On verra. On va s'arrêter là. Du coup, on va remercier tout le monde, vous dire au revoir, vous dire à bientôt, et on va couper là. À bientôt. Salut. À bientôt. Bisous.